Donc, bienvenue à cette conférence des Mardis de la Science co-organisée donc, par le Muséum de Bourges et Centre Sciences. Nous sommes ravis d'accueillir un des grands spécialistes, un des grands chercheurs français actuels, Jean-Marc Bonmatin, que Marie-Laure va présenter. Et puis après, je vous expliquerai au niveau du webinaire comment va se passer la conférence. Marie-Laure, à toi. Merci Sébastien. Jean-Marc, je me permets de te tutoyer parce que je te connais maintenant depuis quelques années. Merci énormément de ta présence ce soir. C'est un grand honneur et un grand plaisir. Pour les personnes qui ont eu la chance de te voir en direct au muséum il y a quelques années, ils doivent, comme moi, en garder un souvenir mémorable. Et donc, pour te situer, tu es donc docteur en chimie, spécialiste toxicologue. Tu travailles au CBM, qui est le Centre de biophysique moléculaire du CNRS d'Orléans, euh, où tu es chargé de recherche. Tu es connu du grand public parce qu'on on te voit très souvent dans les grands médias français. Notamment en 2020, on a beaucoup entendu parler de toi sur France Inter, sur France Culture, avec un sujet que tu vas aborder en long, en large et en travers sur les néonicotinoïdes qui font l'actualité. Donc cette conférence a vraiment une actualité très importante. Donc c'était d'autant plus important de t'avoir avec nous ce soir. Euh, Tu as co-créé en 2010 un réseau d'experts d'une soixantaine de scientifiques indépendants de plus de 25 pays différents qui s'appelle Task Force of Systemic Pesticides, TFSP, j'imagine que c'est comme ça qu'on le dit. Et tu es expert national et international, mais ça tu vas nous le dire tout de suite. Jean-Marc Bonmatin, c'est à vous. Donc d'abord, merci à Centre Sciences de me donner l'opportunité de présenter nos travaux ainsi que les travaux des collègues sur un sujet effectivement d'actualité que j'ai intitulé Pourquoi et comment faire sans les pesticides. Alors quand je remercie Centre Sciences, je vais cibler vraiment mes remerciements sur Marie-Laure Turier parce que effectivement je la connais depuis quelques années. C'est une actrice de qualité pour la diffusion de l'information scientifique et je me félicite de ce partenariat que j'ai avec elle qui est constructif. Et on le dira peut-être tout à l'heure, j'ai écrit avec elle 2-3 petits articles qui seront sur le site de Centre Sciences que vous pourrez consulter pour faire un petit peu le bilan de tout ce que je viens de dire par écrit. Voilà. Alors, c'est une conférence des Mardis de la Science organisée par Centre Sciences et le Muséum d'Histoire naturelle de Bourges que je remercie bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du cas édifiant des néonicotinoïdes. On va définir ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Mais pour commencer, je vais me présenter un tout petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, et la plupart d'entre vous. Donc, comme le disait Marie-Laure, je suis chercheur au CNRS. J'appartiens à l'Institut de chimie. Il y a un lien sur cette diapositive que vous pouvez suivre pour consulter les travaux qui sont faits au laboratoire. Et donc, ma spécialité, c'est la chimie, c'est la physique, c'est l'écotoxicologie et c'est même l'agroécologie parce que, en suivant le fil des pesticides, eh bien, on finit dans nos campagnes et sur les pratiques agricoles. Alors, je vais pas tout détailler, mais mon domaine de spécialité, c'est toutes les molécules qui tuent, que ce soit les antibiotiques, les venins, les neurotoxines et les pesticides. Et puis, ce que j'étudie plus particulièrement, ce sont les insectes, donc les abeilles, qui m'ont amené sur le sujet. Plus généralement, les invertébrés, tout ce qui n'a pas de colonne vertébrale. Mais vous verrez qu'en matière de pesticides, ce qui agit sur les invertébrés agit souvent aussi chez les vertébrés. Et donc, je m'intéresse plus particulièrement à la biodiversité. Et en tirant le fil, on arrive à la santé humaine. Alors, je suis expert pour un certain nombre d'institutions. Donc, la première d'entre elles, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, l'ANSES, mais également l'Institut de l'abeille. Je suis consulté également en tant qu'expert par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et puis, au sens plus international, bon, on peut citer l'OCDE, pour lequel je participe à des expertises, l'Union internationale de la conservation de la nature, et la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité qui a été mise en place dans les années 2015-2016. Alors, j'insiste sur le fait que je parle librement de cette histoire de pesticides parce que je n'ai pas de conflit d'intérêt, ni d'un côté ni de l'autre. Et étant expert pour l'ANSES, je suis obligé de faire une déclaration de public d'intérêt que vous pouvez consulter avec le lien qui est présenté ici.
Voilà, donc ma parole est libre, elle n'est pas censée faire plaisir ni aux uns ni aux autres, c'est les faits, rien que les faits, toujours les faits. Alors, pour entrer sur le sujet, je veux vous proposer un plan. D'abord, parler de biodiversité, de pollinisateurs, de sixième extinction de masse, parce qu'il faut être conscient de ce qui se passe. On va parler de pesticides et en particulier de néonicotinoïdes, parce que je vais prendre cet exemple qui est extrêmement argumenté pour soulever des questions générales, des questions générales sur la place de l'agriculture, la durabilité de l'agriculture et de nos systèmes de production. Ensuite, je reviendrai un peu sur ces hypothèses de non-exposition, de non-toxicité de ces pesticides pour les abeilles. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Je parlerai donc de néonicotinoïdes et d'impact sur la biodiversité. Je reviendrai sur les hypothèses de non-exposition et de non-toxicité pour les mammifères telles qu'elles avaient été dites au moment des homologations, et on peut apprendre des choses sur les processus d'homologation pour les améliorer. Ensuite, on peut se poser la question essentielle, d'ailleurs il y a une faute d'orthographe, c'est utilité essentielle pour l'agriculture, point d'interrogation. Est-ce que les pesticides sont si utiles que ça pour l'agriculture? C'est une question essentielle parce que ça justifie de leur utilisation. Et puis, je ferai quelques rappels, je l'ai appelé au nom de la loi, je ferai quelques rappels sur la situation française, européenne et dans le monde sur ces pesticides, et nous serons amenés à conclure. Alors, la biodiversité d'abord. Les gens n'imaginent pas que la biodiversité, ce soit les petites espèces. Et pourtant, c'est bien ça. Si on regarde le nombre d'espèces qui peuplent la planète, le plus grand nombre d'espèces, ce sont les insectes, à peu près 1 900 000 espèces d'insectes. Et de façon assez surprenante, finalement, c'est pas intuitif, il y a moins d'espèces de plantes, beaucoup moins d'espèces de plantes, à peu près 280 000 espèces de plantes sur la planète. Ensuite viennent les champignons avec à peu près 100 000 espèces de champignons. Alors, et ça peut être des micro-champignons comme des macro-champignons. Et puis, ce sont les mollusques, les êtres unicellulaires, et arrivent les crustacés, 47 000 espèces. Les vers, en général, représentent à peu près autant, c'est-à-dire 41 000 espèces de vers qui peuplent la planète. Et ensuite, on arrive un peu à notre échelle, ce qu'on connaît le mieux finalement, les poissons, 31 000 espèces, les oiseaux, plus que près de 10 000 espèces, 9 900 espèces plus exactement. Les reptiles, les amphibiens, on est déjà plus qu'à 6 500 espèces. Et puis les mammifères, eh bien les mammifères ne représentent, même si on ne voit pratiquement que 5 400, 5 500 espèces sur la planète. Donc, retenez que ce qui peuple essentiellement la planète, la vie sur la planète, ce sont des insectes, bien avant les plantes. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je vous montre une publication qui est déjà pas nouvelle, qui parle de 6e extinction globale des vertébrés sur la planète. Donc, vous avez une carte, vous avez un ensemble de cartes avec les continents qui vous montrent qu'effectivement, il y a des zones où les vertébrés, je parle bien de vertébrés, pas d'insectes encore, sont en déclin entre 26 et 50% pour les zones en vert foncé. Dès qu'on a atteint le bleu, c'est entre 51 et 75%, et au-delà de 75% pour les zones les plus foncées. Et vous voyez que l'Europe, et la France en particulier, se placent très mal sur cette échelle où on parle de 6e extinction des espèces. Mais le problème, c'est qu'elle est très rapide. Elle ne se fait pas à l'échelle de centaines d'années ou de milliers d'années ou de dizaines de milliers d'années. Elle se fait à l'échelle d'un siècle. Alors, pour revenir aux insectes, en France, je vais décrire les insectes en France parce que c'est ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement. Il y a plusieurs familles d'insectes. Mais on voit vite que ce qui domine les insectes en France, ce sont les diptères, donc toute la famille des mouches, les arachnides, toute la famille des araignées, les coléoptères, les scarabées, les choses comme ça, et puis les hyménoptères, donc c'est la famille des abeilles, ou des bourdons, ou des abeilles sauvages. Voilà, les 4 grandes familles qui dominent, ce sont les diptères, les arachnides, les coléoptères et les hyménoptères. Et dans ces 4 grandes familles qui dominent en population et en espèces, en France, on se rend compte que les coléoptères, les lépidoptères, les hyménoptères et les diptères sont essentiels à la vie parce que ce sont des pollinisateurs. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a un accord entre la faune et la flore, un accord gagnant-gagnant, j'insiste bien, c'est pas un accord
proie prédateur, hein, parce que tout ce qui est proie prédateur, c'est pas vraiment un accord, hein. La proie, elle choisit pas d'être prédatée. Mais là, il y a un accord entre la faune et la flore qui fait que les plantes font des fleurs pour attirer des pollinisateurs, récompensent ces pollinisateurs avec du nectar et du pollen. Et comme ces pollinisateurs viennent se nourrir sur ces plantes à fleurs, eh bien, ce faisant, les pollinisateurs disséminent les pollens. Donc, c'est la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Et ça, c'est très important parce que sans cette reproduction sexuée des plantes à fleurs, eh bien, il n'y aurait plus de fleurs, il n'y aurait plus d'espèces à fleurs, ce qui représente une grosse majorité des plantes sur la planète. Je vais Jean-Marc, rappeler, oui, est-ce que je peux juste couper 2 secondes? Il y a oui, une bien question. sûr. Elisabeth te demande le cas des bactéries, est-ce que ça rentre dans la biodiversité? Oui, ce sont les êtres unicellulaires que j'ai cités tout à l'heure. Ok, merci. Alors, pour reprendre l'importance de la pollinisation animale, je vais donner quelques chiffres qui sont importants. La pollinisation animale, finalement, c'est 84% des 264 espèces cultivées en Europe, donc pour nous nourrir. Et donc, vous voyez que sans cette pollinisation animale, une grande partie de ce qu'on mange n'existerait pas. Si je prends d'autres chiffres, on se rend compte que la pollinisation animale, c'est 90% des sources de nourriture pour 147 pays sur les 100 cultures principales. Donc, encore une fois, ça montre bien l'importance de cette pollinisation animale qui est gratuite, qui a toujours existé, mais lorsqu'elle est menacée comme aujourd'hui, on se rend compte de sa valeur. C'est 71 des 100 cultures principales qui sont pollinisées par les abeilles. Et si on veut parler en termes économiques, ça représente en Europe à peu près 50 milliards d'euros par an. C'est difficile à chiffrer, mais certains s'y sont essayés. Et au niveau du monde, 50 milliards d'euros par an. Voilà, donc c'est un service gratuit que nous offre la nature. Si un jour il fallait le payer, ça serait des sommes colossales et astronomiques. Alors, la pollinisation, justement, est mise en danger. Donc là, j'ai repris un texte qui sort de la plateforme internationale des Nations Unies sur la biodiversité et qui vous dit que déjà en 2016, le constat est assez alarmant puisque 16%, 16,5% des vertébrés pollinisateurs, ça peut être, vous savez, ces petits colibris qui pollinisent, ces petits oiseaux, et sont menacés d'extinction globalement, mais surtout 40% déjà en 2016 des pollinisateurs invertébrés sont face à l'extinction et particulièrement la grande famille des abeilles, les hyménoptères, hein, qu'elles soient sauvages ou qu'elles soient gérées par les apiculteurs, et la famille des papillons. Et de façon assez courageuse, cette plateforme a quand même cité dans les facteurs qui sont à la cause de ce déclin, l'usage trop intensif des pesticides, c'est ce que j'ai souligné en bleu. Et même un petit peu plus loin, les insecticides néonicotinoïdes dont on va beaucoup parler sont également cités. Et la conclusion que j'ai reprise ici, c'est qu'à un moment donné, si on veut sauver la pollinisation et les pollinisateurs, il va falloir diminuer l'usage de ces pesticides, notamment néonicotinoïdes, mais d'autres insecticides hein, qui tuent les insectes, de façon importante, parce que sinon, le déclin de ces pollinisateurs et des insectes en général va continuer. Alors, parlons justement de ces pesticides néonicotinoïdes. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial par rapport à d'autres? Je vais essayer de vous le montrer. Alors d'abord, quelques petits rappels. Hein. Quand on parle de pesticides, on parle majoritairement d'herbicides tels le glyphosate que vous avez à gauche, de fongicides tels que le boscalide qui combat donc le développement de micro-champignons, et puis d'insecticides qui combattent les insectes ravageurs. Mais les insecticides portent bien leur nom parce qu'ils ne sont pas spécifiques hein, d'une catégorie d'insectes. En général, ils ont des modes d'action qui font qu'ils sont nocifs pour tous les insectes. Alors, on va se mettre dans la catégorie des insecticides, donc, et je vais prendre cet exemple, mais vous allez voir que la réflexion qui vient à partir de cet exemple, elle peut se projeter sur les fongicides et également sur les herbicides. Alors voilà, vous avez le panneau ici de tous les insecticides qui sont utilisés et on va s'intéresser à la petite famille où il y a la flèche rouge et en particulier une des molécules qui est l'archétype des néonicotinoïdes, donc la famille des néonicotinoïdes. Et là, vous avez un classement qui est fait par les industriels eux-mêmes
qui suit plutôt le type de mode d'action. Alors, on va y venir au mode d'action. Comment ça marche? Eh bien, ces néonicotinoïdes dont l'archétype est l'imidaclopride, c'est le plus connu, c'est celui qui occupe la part de marché la plus importante, interagissent avec le système nerveux central. Donc, ce n'est pas une action du tout spécifique de telle ou telle catégorie d'insectes. Et chez les insectes, la nicotine est un toxique. D'ailleurs, chez l'humain aussi. Et donc, ces molécules qui sont utilisées, par exemple, pour les céréales sous le nom de gaucho, pour les arbres fruitiers sous le nom de confidor, pour le traitement antithermique sous le nom de Primice, pour les traitements des animaux domestiques, chiens, chats, contre les puces et les tiques sous le nom de Advantage, ces molécules, c'est une petite dizaine de molécules qui constituent la famille, mais c'est quand même un tiers du marché mondial. Ces molécules interagissent avec le système nerveux central et au niveau de la fente postsynaptique. C'est-à-dire que la communication entre deux neurones, qui se fait normalement par l'intermédiaire d'un neuromédiateur bien connu qui est l'acétylcholine, va en être perturbée. En effet, en présence de ces néonicotinoïdes, alors je ne vais pas rentrer dans le schéma des détails fonctionnels, mais vous voyez que normalement, c'est l'acétylcholine qui excite les neurones et va donc créer une excitation musculaire. Là, vous avez de l'extérieur une molécule qui arrive, qui va prendre la place de l'acétylcholine, qui va s'y fixer irréversiblement, de sorte que le neurone va être excité, va exciter les neurones suivants, et ça va finir par exciter tous les muscles. Et quand on excite un muscle, vous le connaissez tous, ça crée une contraction. Et cette contraction, si elle dure, si elle ne cesse pas, eh bien, c'est un peu comme une crampe quand vous avez au mollet. Seulement là, c'est des crampes généralisées sur tous les muscles du corps. Et donc, c'est pour ça qu'en utilisant ces molécules, les insectes ravageurs qui attaquent les cultures et qui donc sont soumis à ces molécules meurent en quelques secondes, voire pour les plus gros en quelques minutes, d'une espèce de crampe généralisée. Et la culture est donc protégée des insectes ravageurs. Voilà comment ça fonctionne. Si on vient maintenant à un niveau macromoléculaire, quand on se place dans les champs, eh bien, ces insecticides peuvent être utilisés de façon translaminaire, c'est-à-dire c'est les aérosols hein, qu'on connaît bien, mais comme ils sont extrêmement puissants, ces insecticides, il y a une nouvelle technique qui est apparue qu'on appelle l'enrobage de semences. L'enrobage de semences, vous le voyez en bas au milieu, on prend des semences, par exemple maïs, tournesol, et puis on les pellicule, un petit peu comme on met du chocolat sur une cacahuète pour faire un M&M's, on les pellicule d'insecticides. Et ce faisant, la semence est enrobée dès le départ. Lors du semis, vous avez ici un tracteur avec un semoir pneumatique. Et donc, c'est au moment du semis, lorsqu'on plante, que le traitement est fait, puisque le traitement, il est sur la semence. Alors après, comment ça marche? Eh bien, cet insecticide va diffuser dans l'eau du sol, il va être capté par le système racinaire et la particularité de ces insecticides, c'est qu'ils sont systémiques. Ils rentrent dans le système. Ils sont véhiculés par la sève, vont venir se stocker dans les tiges, les feuilles, les fleurs, un peu partout dans la plante, ce qui fait que c'est la plante entière qui est protégée. Donc, ce n'est pas une carapace, une protection de surface, c'est vraiment une protection interne. Interne, ça veut dire que n'importe quel insecte ravageur, piqueur, suceur qui vient à grignoter la plante s'empoisonne immédiatement. Et donc, ça, c'est très pratique pour l'agriculture, puisque la plante, elle est protégée du semis jusqu'à la récolte, puisqu'elle est empoisonnée pour les ravageurs. Alors ça, c'est très bien, mais ça ne peut marcher que si la dose qu'on met sur les semences est suffisante pour protéger la plante. Donc, les agrochimistes ont inventé des molécules extrêmement toxiques, parce qu'on en met très peu sur une semence. Et si, par exemple, on compare la toxicité de ces néonicotinoïdes avec des molécules plus classiques qui avaient été connues avant, on se rend compte que la toxicité est largement augmentée, plusieurs milliers de fois plus. L'avantage de la technique de traitement de semences, c'est qu'on économise de la matière active. Au lieu de traiter à peu près à 1 kg par hectare, on traite 5 fois moins à 0,2 kg par hectare. Mais vous allez le voir, hein, si on diminue les quantités en masse par un facteur 5, on a augmenté la toxicité par plusieurs milliers. Et donc là, je vais vous donner un peu quelques arguments là-dessus, des faits. Alors, on est déjà dans l'homologation des pesticides. Et lors de l'homologation des néonicotinoïdes, ces molécules ont été homologuées comme n'importe quel autre pesticide, avec des hypothèses de non-exposition et de non-toxicité pour les abeilles. C'est-à-dire que les études n'ont pas été faites, on a fait confiance
aux fabricants qui disaient mais non, il n'y aura pas de problème. Et pourtant, dans le tableau que vous voyez ici suivant, on se rend compte que par rapport au DDT qui a été interdit dans les années 70, sans rentrer dans le détail du tableau, l'imidaclopride que je prends souvent comme exemple, donc c'est l'avant-avant-dernier, se trouve être juste 7297 fois plus toxique pour les abeilles que ne l'était le DDT. Donc, on en met 5 fois moins à l'hectare de molécules qui sont entre 7 et 10 000 fois plus toxiques. Donc, pour les abeilles, c'est évidemment pas une bonne affaire. Alors, la question, c'est maintenant, est-ce que ces très faibles doses qu'on va retrouver dans les plantes, parce que la contamination, vous l'aurez compris, elle est générale, c'est les fleurs, donc les pollens, donc les nectars. Est-ce que ces faibles doses ont un effet sur les abeilles? Lors des homologations, les tests qui avaient été demandés, c'était des tests à 24 ou 48 heures. Et donc, les industriels avaient dit, ben non, il n'y a pas de problème pour les abeilles. Alors, on a fait, mes collègues et moi-même avons fait un test sur les abeilles, non pas sur 24 heures d'exposition pour les abeilles, mais sur une exposition qui dure 8 jours, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui se passe dans la nature quand les abeilles vont butiner. Elles ne vont pas butiner juste 24 heures. Et donc, à une dose extrêmement faible que je vais définir, hein, il s'agit de nanogrammes par gramme. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est une dose relative. Tout le monde sait ce que c'est qu'un pourcent. Tout le monde sait ce que c'est qu'un pour 1000. Eh bien là, c'est 1 pour 1 milliard. Nano, c'est 10-9, donc c'est 1 milliardième de gramme de toxique qui est contenu dans 1 gramme de nourriture. Alors, 1 milliardième de gramme, vous imaginez bien que ce n'est pas beaucoup. Mais pour une abeille, ça peut représenter quelque chose. Donc, je vais animer la présentation. Donc, vous voyez que sur cette information, vous avez la mortalité des abeilles en fonction du temps. Et sur 24 heures, ben, il ne se passe rien. Il n'y a pas de mortalité. Par contre, si on poursuit le test, on se rend compte, alors si ça marche, si ça marche, si on poursuit le test, on se rend compte que c'est à peu près à la 50e heure, donc au-delà de 48 heures, que la mortalité apparaît et elle peut atteindre jusqu'à 50%, voire même plus, si les doses sont plus élevées. Donc, à des doses extrêmement faibles, si on poursuit les tests, eh bien, on se rend compte que l'impact sur les abeilles est catastrophique. Alors, retenez ce chiffre-là de 0,1 nanogramme par gramme qui crée 50% de mortalité en 8 jours chez les abeilles. Eh bien, le problème, c'est que si on examine la contamination des miels à peu près partout dans le monde, il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée, on se rend compte que ce 0,1 nanogramme par gramme, c'est le trait noir ici en bas sur l'espèce de courbe rouge, et l'immense majorité des miels dépasse cette contamination-là. Ça veut dire que les miels qui sont récoltés par les abeilles et qui leur servent de nourriture, c'est la réserve énergétique, sont la plupart, l'immense majorité, contaminés au-delà de ce qui va créer une mortalité chez les abeilles. Et comme les choses ne vont pas les unes sans les autres, sachez que pour ce qui concerne les pollens, ce sont nos études aussi, je n'ai pas voulu le montrer pour résumer mon propos, mais c'est pareil, les pollens sont contaminés fortement, et donc ce qui explique les dépopulations d'abeilles qu'on observe partout dans le monde. Alors, pour les puristes, je suis obligé de rajouter quand même qu'il y a d'autres causes qui affaiblissent les abeilles. Ce sont des causes de maladies virales, par exemple, qui sont des maladies traditionnelles que les abeilles ont toujours connues. Mais cette publication montre qu'en présence d'insecticides, les maladies virales deviennent beaucoup plus pathogènes, ont beaucoup plus d'impact chez les abeilles que s'il n'y avait pas eu de l'insecticide. C'est à peu près intuitif. On se dit bien que si quelqu'un est empoisonné, il va bien moins résister aux maladies. C'est exactement ce qui se passe pour les abeilles, avec le cas d'un des virus ici que je vous montre. Donc, pour tous ceux qui disent oui, mais les abeilles, elles meurent à cause des virus, oui, mais il y a un lien entre insecticides et virus. Les insecticides affaiblissent l'immunité des abeilles par rapport aux virus. Je continue. Beaucoup de gens disent aussi oui, mais il y a un parasite classique chez l'abeille qui est l'acarien varroa. Et si on regarde les choses sans aller en profondeur, on se dit bah, plus il y a de varroa, plus les abeilles ont des difficultés et ça finit par tuer les ruches. Là aussi, la preuve a été faite qu'en présence d'insecticides, c'est les courbes rouges hein, par rapport aux témoins bleus, l'acarien varroa est beaucoup plus pathogène pour les ruches qu'en absence de pesticides.
Donc là, encore une fois, hein, si l'immunité est affaiblie par les pesticides, eh bien, les parasites des abeilles se développent beaucoup plus et les abeilles supportent beaucoup moins les parasites. C'était intuitif, mais il fallait le démontrer. Alors, pour faire le bilan finalement sur cette histoire d'abeilles et de pollinisateurs, hein, là c'est l'exemple du bourdon, mais c'est valable pour tous les pollinisateurs en général, eh bien, les 4 grandes menaces qui pèsent sur leur dos, ce sont bien sûr des parasites et des pathogènes naturels que vous avez à droite, mais c'est surtout le manque de ressources florales en haut, la présence de tout un tas de pesticides, dont les néonicotinoïdes en bas au milieu, mais également de pyréthrinoïdes qui sont utilisés en agriculture. Les insecticides tuent les insectes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes ces causes sont en interaction. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre ce qui se passe en bas à gauche. Quand vous avez la présence de fongicides, on s'est rendu compte qu'ils rendent les insecticides encore plus toxiques pour les abeilles. On s'est rendu compte que les néonicotinoïdes rendent les parasites et les pathogènes, c'est ce que je montrais tout à l'heure, encore plus dramatique chez les abeilles et les pollinisateurs en général. Et tout ça est en interaction. Parce que si vous avez aussi des ressources florales qui sont trop limitées, c'est les grandes monocultures, hein, et bien évidemment, elles sont moins bien nourries, ces pollinisateurs sont moins bien nourris et sont donc plus susceptibles aux parasites, aux pathogènes et même à la présence d'insecticides. Donc tout ça, finalement, il faut le regarder globalement. Ce que je retiens quand même, c'est qu'à part les parasites et les pathogènes qui sont naturels, que les abeilles ont toujours connus, les insectes en général ont toujours connus depuis la nuit des temps, toutes les autres causes sont introduites par les activités humaines. Alors maintenant, parlons un peu de biodiversité, parce qu'on va sortir un peu du monde des pollinisateurs et on va tirer le fil, parce que nous, on s'est rendu compte que la situation était plus grave que ce qu'il ne paraissait. 2 petites secondes. On a une question par rapport à la diapo précédente, donc on voulait vous la soumettre. Donc Jenny qui demande pourquoi le varroa résiste-t-il, lui? Point d'interrogation. Ah, parce que lui, il est moins sensible, c'est un acarien qui est moins sensible, mais le varroa ne se nourrit pas du miel et du pollen contaminés. Lui, il se nourrit de l'hémolymphe des larves, c'est-à-dire des larves d'abeilles, et donc il est moins exposé. Alors, je voudrais vous amener un élément scientifique qui est très important et que j'entends souvent citer à tort. En gros, je vous le fais très court, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc, s'il y a très peu d'une substance, elle n'aura pas d'effet. C'est vrai pour l'aspirine. C'est vrai pour la plupart des médicaments qu'on prend. Mais il y a des cas où ce n'est pas vrai. Et cette publication détaille le fait que quand il s'agit de néonicotinoïdes, de dioxines, de dieldrines, de perturbateurs endocriniens ou de cellules cancéreuses d'ailleurs, hein, ou un certain nombre de métaux, ce n'est pas la dose qui fait le poison. Alors on va le comprendre très vite. Hein. Si vous avez une cellule cancéreuse, c'est pour ça que je prends cet exemple. L'important, ce n'est pas que vous en ayez 1, 10, 100 ou 1000. Ça, c'est juste la propagation du cancer. Si vous avez une cellule cancéreuse au départ, on sait que si elle se multiplie, ben vous allez avoir l'apparition de cancer. Donc, ce qu'on combat, c'est l'apparition de la première cellule cancéreuse. Et bien là, c'est pareil. Vous avez des molécules que la chimie moderne a inventées qui n'obéissent pas à cette loi, c'est la dose qui fait le poison. Et en particulier, je vais vous en dire un petit peu plus, hein, c'est plus le temps d'exposition qui compte que la dose. Alors, je vous donne un exemple. Si je double la dose par 2, je peux avoir 2 fois plus d'effet. Mais si je double le temps d'exposition par 2, je vais avoir 4 fois plus d'effet. C'est le temps au carré. Donc ça dépend non seulement de la dose à laquelle vous serez exposé, mais le temps pendant lequel vous serez exposé. Ça dépend évidemment aussi d'autres facteurs, comme par exemple l'âge auquel on est exposé. J'en parlerai tout à l'heure. Hein. S'il s'agit de fœtus ou de jeunes enfants, la chose est beaucoup plus grave et on s'en doute que s'il s'agit d'adultes. Donc retenez bien, pour ces molécules-là, ce n'est pas la dose qui fait le poison. On a inventé des molécules qui n'obéissent pas du tout à ce vieux principe de Paracels qui date de 1537. Alors, nos travaux, finalement, ça a été déjà de faire un état des lieux général de toute la connaissance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le regroupement de chercheurs dans la task force sur les pesticides systémiques, c'est, bon, Marie-Laure a dit 60 personnes, on est plutôt 75 maintenant. Ce sont des spécialistes de toutes les disciplines, des chimistes, des biologistes,
de zoologie, des entomologistes, enfin à peu près toutes les disciplines, y compris des agronomes. Et on a reconstitué les pièces, le puzzle à partir de différentes études. Donc, on a fait un certain nombre de publications, je vous en passe les détails, mais qui sont lourdes, hein, importantes, hein, déjà en 2014-2015, puis une mise à jour depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est intéressé à diverses choses. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'était que ces néonicotinoïdes, quels étaient les impacts sur la biodiversité, mais également, on est allé, et je vais en parler tout à l'heure, rechercher sur des questions fondamentales, mais est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Est-ce qu'il existe des alternatives? Parce que quand on dit au monde agricole, oui, ben, vos produits ne sont pas bons, ils disent, bah, oui, on sait bien qu'ils ne sont pas bons, mais on fait comment? Alors, on a essayé aussi de répondre à ces questions. Donc, on a publié tout ça à travers différentes revues et différents bouquins, et je vais vous donner le résumé. Finalement, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que quand on traitait des plantes, par exemple ici le tournesol, avec des semences enrobées, d'abord, seulement 2 à 20% du produit actif était absorbé par les plantes et se retrouvait notamment dans les pollens et les nectars, donc exposés les pollinisateurs et donc les abeilles des apiculteurs qui les premiers ont lancé l'alerte. Ça veut dire que 80 à 98% des produits restent dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits sont extrêmement stables, ils ne vont pas être dégradés. Et donc, si on fait des traitements consécutifs d'année en année, il y a une accumulation dans les sols. Alors, première conséquence, les sols sont contaminés avec des molécules extrêmement stables et donc les invertébrés du sol, on va en parler tout à l'heure, notamment les vers de terre, sont exposés et ça peut avoir des effets sur cette biodiversité du sol. La deuxième chose, c'est que ces produits étant solubles dans l'eau, puisqu'ils sont véhiculés par la sève, il va y avoir des phénomènes de lessivage qui vont amener, finalement, transporter ces produits vers les eaux de surface. Alors, sur le schéma ici, c'est comme si c'était un étang, mais en fait, ça contamine les petits ruisseaux. Les petits ruisseaux vont contaminer les plus gros ruisseaux. Ça va finir dans les étangs, dans les lacs, dans les rivières et jusqu'aux estuaires des fleuves. Et là, comme ces produits n'ont aucune spécificité au niveau des invertébrés, ce sont les invertébrés des eaux de surface qui vont être exposés avec les impacts que je décrirai tout à l'heure. Or, comme ces invertébrés, qu'ils soient aquatiques ou terrestres, sont aussi la nourriture de vertébrés comme les oiseaux, eh bien, ces oiseaux peuvent être d'abord directement empoisonnés quand ils consomment des semences qui restent sur les champs parce que toutes les semences enrobées ne sont pas enfouies. Mais surtout, il va y avoir des effets en cascade, c'est-à-dire que s'il y a moins d'insectes, comme tous les oiseaux ont besoin d'insectes pour nourrir leurs petits, que ces petits deviennent granivores ou insectivores plus tard, hein, eh bien, on va priver les oiseaux de leur nourriture essentielle. Et donc, on commence à voir qu'il va y avoir des effets en cascade. Donc ça a été publié déjà en 2014, on avait fait un peu le tour de la question, et on va rentrer un petit peu plus dans les détails aujourd'hui. Alors, s'agissant de vers de terre, donc ça, on le savait qu'il y aurait probablement un effet, mais là, vous avez une publication qui est très récente et qui vous dit qu'il y a un très fort risque de toxicité chronique pour les vers de terre, donc pour 46% des échantillons qui ont été trouvés. Alors, je traduis, hein, parce que moi, je reviens toujours à la publication scientifique originale. Et donc, là, il y a vraiment un problème de vers de terre. Et si vous regardez le graphe qui est en haut à droite, ben, le principal polluant, finalement, c'est l'imidaclopride. C'est bien un néonicotinoïde qui pose souci. Alors, pour la petite histoire, je vais vous dire, les vers de terre, ils perdent leur capacité à creuser des tunnels. Or, c'est la façon dont ils se nourrissent. Donc, ce faisant, 1, ils meurent, 2, ils n'aèrent plus les sols, et c'est la qualité des sols qui en pâtit. Mais les vers de terre ont une capacité de résistance quand même aux néonicotinoïdes qui est importante. Ce qui fait que quand ils restent en vie et qu'ils sont mangés par les oiseaux, ils transportent les toxiques vers les petits poussins des oiseaux. Et là, on a un effet en cascade puisque les petits poussins des oiseaux sont empoisonnés par leurs propres parents qui leur donnent des vers de terre contaminés. Je continue. Je vais prendre un autre exemple. Là, on sort du domaine des invertébrés du sol. On va aller sur les invertébrés aquatiques. Donc, je prends l'exemple des huîtres parce que bon, moi, je suis un amateur d'huîtres. Hein, et vous avez une publication qui vous dit clairement que la présence de néonicotinoïdes va avoir des effets. Alors, on détaille un petit peu le processus hein, sur la survie des huîtres. Donc, voilà, vous avez un exemple d'invertébrés terrestres, vous avez un exemple d'invertébrés aquatiques. Alors, vous allez me dire, enfin, les huîtres, elles sont dans les estuaires. Et oui, mais n'oubliez pas que tous ces produits vont partir du champ, être transportés, finir dans les ruisseaux, rivières, fleuves et dans les estuaires où ils s'accumulent dans les sédiments. Je continue.
toujours dans les invertébrés, on va parler du zooplancton. Et là, vous avez une étude qui est très intéressante au Japon, dans un bassin versant d'une région agricole, il y avait un lac. Il y est toujours d'ailleurs, le lac. Et ce lac nourrissait des populations alentours. Et ils se sont rendus compte que, alors je vais le traduire, hein, nous avons montré que l'application des néonicotinoïdes depuis 1993 coïncide avec 83% de décroissance du zooplancton, de la masse de zooplancton, et ce qui a causé finalement la décroissance des quantités de poissons pêchés de 240 à 22 tonnes. Donc, ben oui, puisque les poissons se nourrissent de zooplancton. Et là, il s'agit de sardines. Bon, la même chose a été observée pour les anguilles, c'est pour ça que j'ai mis la photo des anguilles. Donc, vous voyez que là encore, on a aussi un effet en cascade. Hein. L'impact sur les invertébrés, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, va avoir des impacts sur leurs prédateurs. Je reviens aux oiseaux, hein, parce que là, c'est une chose qui était connue déjà depuis longtemps, et ça, c'est un article qui prouve les choses. Ça se passe en Hollande, c'est autour des cultures de tulipes ou des grandes cultures maraîchères, et les ruisseaux qui sont contaminés avec les néonicotinoïdes contiennent jusqu'à 20 nanogrammes par litre, et même au-delà de ces néonicotinoïdes. Et là, on se rend compte que quand on atteint cette valeur-là, on perd à peu près 3,5% d'oiseaux communs chaque année. Alors évidemment, toutes les espèces d'oiseaux ne sont pas impactées de la même façon. Il y a des espèces plus sensibles, il y a des espèces moins sensibles. Mais si on perd 3,5% d'oiseaux communs chaque année, vous imaginez que ça peut aller très vite. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand il s'agit d'abeilles, des apiculteurs, les apiculteurs perdent des ruches, mais les renouvellent, c'est leur outil de travail. Quand il s'agit de pollinisateurs sauvages, personne ne renouvelle ces pollinisateurs sauvages. Quand il s'agit d'oiseaux des champs ou d'oiseaux communs, personne ne les renouvelle non plus. Donc là, ça explique quand même l'effondrement de la biodiversité telle qu'on l'observe. Alors, je ne vais pas faire espèce par espèce parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais nous avons fait, nous les scientifiques, et on a résumé sur cette espèce de graphe assez compliqué ce qui se passe. Donc, on a parlé, justement, on parlait de microbes tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'études sur les microbes, donc on n'a pas beaucoup de preuves, mais on sait que ces populations-là vont être sensibles aux néonicotinoïdes. Mais surtout, et j'en ai parlé, ce sont tous les insectes pollinisateurs, je ne vais pas détailler la figure, hein, mais regardez les ronds rouges. L'impact, il est de 0 à 4 ronds rouges. 4 ronds rouges, c'est le maximum. Que ce soit au niveau des individus, des populations, c'est-à-dire des groupes d'individus, ou des communautés entières de pollinisateurs, vous avez les impacts maximum des néonicotinoïdes. Ça ne peut pas être pire. Pour les invertébrés terrestres, c'est la même chose, sauf que pour les communautés, il n'y a pas d'études qui montreraient que c'est tout un ensemble d'invertébrés terrestres qui est en train de disparaître. Pour le moment, ce n'est pas étudié, donc on n'a pas les preuves, mais c'est probable. Et le plus grave, selon moi, c'est que ce qu'on sait pour les abeilles sauvages ou domestiques se passe exactement de la même façon pour les invertébrés aquatiques qui, je vous le rappelle, sont quand même à la base de la chaîne alimentaire sur la planète. Donc, c'est exactement la même chose, c'est en train de s'effondrer. Il ne faudra pas s'étonner, donc, s'il y a moins de poissons parce qu'il y a moins de zooplancton et que nos lacs, nos rivières, nos étangs vont mourir à petit feu empoisonnés. Alors, je n'ai pas cité les amphibiens parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études dessus, mais sachez que les amphibiens sont en train de disparaître de la planète et les néonicotinoïdes, comme pour les poissons ou comme pour les oiseaux, pourraient bien être la cause de cette disparition parce que les amphibiens aussi se nourrissent d'insectes. Pour les reptiles, très peu d'études, mais on sait que potentiellement il y a des impacts. Les poissons, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, j'ai pris l'exemple des sardines, les oiseaux, j'en ai parlé. Reste le cas des mammifères. Alors c'est important de parler des mammifères parce que, rappelez-vous, même si on n'est pas nombreux en espèces sur la planète, les mammifères, la santé humaine, elle fait partie de la santé des mammifères. Donc les mammifères, ils peuvent être exposés soit par les plantes qu'ils consomment, soit par l'air qu'ils respirent, soit par l'eau qu'ils boivent, soit par la contamination des sols. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peu d'études sur les mammifères, mais toutes les études qui ont été faites sur les mammifères sont plutôt alarmantes. Alors, je vais en donner quelques-unes. Mais d'abord, je veux conclure sur la partie biodiversité. Il faut comprendre que l'utilisation
préventive, donc l'enrobage de semences qui est ultra majoritaire et massif de ces néonicotinoïdes, sans même savoir s'il va y avoir des ravageurs, plus leur très haute toxicité pour les invertébrés, leur haute toxicité pour les vertébrés, leur longue persistance dans les sols et leur capacité à être solubilisés, donc à contaminer les eaux de surface et les eaux profondes, eh bien, ça explique très bien la disparition des pollinisateurs et des autres espèces taxonomiques, des groupes taxonomiques. Bon, ça menace aussi la stabilité des écosystèmes quand même, hein, parce que il faut considérer que la biodiversité, c'est un peu comme un château de cartes. Et la première couche du château de cartes, c'est les invertébrés. Si les invertébrés s'écroulent, c'est tout le reste qui va s'écrouler, puisque tous leurs prédateurs n'auront pas de quoi se nourrir. Et puis, ça menace aussi la sécurité alimentaire, parce que nous, on produit des denrées alimentaires. S'il n'y a plus de pollinisateurs, évidemment, on va avoir du mal. Hein, je le disais tout à l'heure, c'est l'immense majorité de ce qu'on consomme. Donc, en fait, sans pollinisateurs, il ne resterait plus que du blé, du riz et du maïs. Alors, s'agissant des mammifères, j'ai remis un point d'interrogation ici parce que là, je suis obligé d'y aller quand même pour aller voir si notre santé est menacée ou pas. Alors, première information, on va revenir comme si on homologuait les pesticides et sachez que lorsqu'ils ont été homologués, là aussi, des hypothèses ont été faites par les fabricants de non-exposition, c'est-à-dire on n'est pas exposé à ces molécules, donc on n'a pas de risque et surtout, ils ne sont pas toxiques pour les mammifères, ils sont toxiques uniquement pour les insectes. On va aller voir ce qu'il en est véritablement. Bien, d'abord, pour la non-exposition, il y a une publication qu'on a fait récemment et qui reprend des données qui sont connues. Et si je traduis ce qui est écrit en bleu, hein, surligné en bleu, eh bien, c'est une situation mondiale. Hein. Ça peut différer d'un pays à l'autre. Mais sur l'ensemble des pays du monde, l'utilisation des pesticides néonicotinoïdes représente une contamination de la nourriture, c'est-à-dire on va les retrouver dans 97% de la nourriture. Le problème, c'est que ça dépasse les normes autorisées dans 42% des cas. Ça veut dire que presque une denrée alimentaire produite sur la planète sur 2 serait pas consommable. Et ça pose problème. Alors évidemment, c'est plus dans les pays pauvres ou en voie de développement que dans les pays riches, mais quand même, parce que comme on importe énormément de cette nourriture, eh bien, ça veut dire que nous sommes exposés et à des doses qui dépassent les doses réglementaires. Si les vérifications étaient faites aux frontières, par exemple, on arrêterait 42% de la nourriture qui est produite dans le monde. Donc, nous sommes exposés, n'en ayez aucun doute. Ensuite, si je regarde les effets sur la santé, ben déjà, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette publication. Vous allez juste regarder le schéma en haut à droite. C'est les mécanismes de la toxicité des néonicotinoïdes par stress oxydatif. Et vous voyez que les néonicotinoïdes rentrent dans la cellule, c'est en haut, tout à fait en haut, la flèche verte. Et sans détailler le mécanisme qui a été très bien étudié, vous avez à la fin, soit en bas, donc dans la figure, soit des effets cancérigènes, soit la mort de la cellule, soit des dommages sur l'ADN, et autrement dit, ça c'est un cancer potentiel. Donc là, on a un doute argumenté sur le fait que ces néonicotinoïdes puissent conduire au cancer. Mais ce n'est pas le plus grave, parce que sur cette publication qui date de 2020, on commence à vous parler d'effets sur l'immunité. Alors c'est un peu compliqué, hein. Il faut juste lire ce qui est surligné. Donc l'imidaclopride, toujours l'archétype des néonicotinoïdes, va poser des problèmes potentiels de risque sur la santé parce qu'il y a tout un mécanisme qui tient à l'immunité. Tiens, ça nous rappelle les abeilles, ça, hein, l'immunité des abeilles qui était affaiblie, et donc il y avait plus d'acariens, il y avait plus de virus. L'immunité chez les mammifères, ça c'est une expérience qui est faite chez le rat, l'immunité donc est affectée, et donc il va y avoir des risques plus importants, par exemple d'infection. Je continue, et là ça devient beaucoup plus grave, parce que là on est à l'échelle humaine, on n'est plus chez le rat, on est chez la biche et le daim. Et on se rend compte, et ça c'est une publication démonstrative, c'est-à-dire que le lien de cause à effet, il est prouvé. Quand on expose ces animaux sauvages, il faut savoir que les cerfs, les daims et les biches disparaissent aux États-Unis, c'est pour ça que cette étude a été faite. Quand on expose à ce que contient l'eau dans les paysages américains, et dans les paysages sauvages en plus, ce n'est pas forcément des paysages agricoles. Dans les paysages agricoles, il y en a beaucoup plus.
Eh bien, à ces concentrations qui représentent la réalité objective de la contamination des cours d'eau aux États-Unis, on a des problèmes de type perturbation endocrinienne. Et donc, on a par exemple, là, cette étude montre que le développement des ovaires chez les biches ne se fait pas normalement, et donc que ça met en balance la survie de cette espèce. Et ça à des doses réelles. Ce n'est pas des expériences de laboratoire à très haute dose, c'est vraiment à des doses réelles. Donc ça nous alerte beaucoup parce que on nous disait que les néonicotinoïdes n'avaient pas d'effet sur les mammifères. Après, on nous a dit oui, mais sur les tout petits mammifères, il peut y avoir des effets. Une biche, ça commence à être à notre échelle. Alors, on va continuer parce que des études ont été faites. Alors là, ce sont des études cliniques. C'est-à-dire que le lien a été fait entre la présence de néonicotinoïdes, notamment dans les fruits, dans le thé ou dans les légumes, c'est ce qu'il y a à droite, avec l'apparition de symptômes. Ce sont des cliniciens qui ont fait ça, ce sont des études statistiques. Et donc, vous avez toute une série de symptômes qui caractérisent finalement, non pas l'empoisonnement, mais les effets des néonicotinoïdes sur la population japonaise. Donc, fatigue générale, céphalée, troubles du sommeil, toux, palpitations, douleurs dans la poitrine, douleurs abdominales, nausées, constipation, faiblesse et spasmes musculaires, je l'ai dit, hein, raideur des épaules, troubles de la mémoire à court terme, tremblement des extrémités, fièvre, éruption cutanée et anomalie de l'électrocardiogramme. Donc là, on commence à tomber dans le clinique et les médecins commencent à donner l'alerte. Pourquoi? Parce qu'au Japon, les traitements sont autorisés à des doses un petit peu plus fortes qu'en Europe. Et surtout, ils traitent par voie aérienne. Donc, les gens qui respirent les traitements sont pris de tous ces symptômes-là. Je continue. Mais en fait, déjà depuis 2016, on savait que les néonicotinoïdes avaient des effets sur la santé humaine. Et là, vous avez une revue de la littérature, donc c'est connu de tout le monde, qui vous montre qu'il y a un lien direct entre l'usage des néonicotinoïdes et certaines pathologies importantes. Donc, par exemple, des désordres neurologiques. Alors, je vais le faire dans l'ordre. Les désordres neurologiques, c'est donc le développement harmonieux du cerveau de l'état fœtal jusqu'à l'état adulte. La tétralogie de Fallot, c'est une malformation cardiaque. Vous avez le petit bébé ici à gauche qui a une cicatrice sur la poitrine parce qu'il a dû être opéré du fait de cette malformation cardiaque. L'anencéphalie, alors là c'est pire encore, c'est donc le développement normal du cerveau qui ne se fait pas. La plupart du temps, ça conduit à des fausses couches, mais là, je vous ai mis un exemple en haut à droite d'un bébé. C'est pas une image truquée, hein, d'un bébé qui n'a pas le cerveau normal. Il s'appelait Jackson, il est mort à l'âge de 5 ans, et vous voyez qu'il lui manque une partie de la tête, tout simplement. Et puis, toutes ces maladies du spectre autistique, de la plus banale, j'allais dire aujourd'hui, qui est l'hyperactivité qu'on observe chez les enfants et l'impossibilité de se concentrer, jusqu'à la plus grave, ou comme l'autisme sévère. Cet article cite aussi les pertes de mémoire à long terme, cette fois, et puis les tremblements divers et variés que les néonicotinoïdes peuvent induire, notamment chez les professionnels, c'est-à-dire les agriculteurs. Alors, on continue, hein, parce que la science, elle avance et les choses s'accumulent. Donc, ça, c'est une publication que j'ai faite avec mes collègues japonais. Et on voulait aller voir un peu si ces hypothèses lors de l'homologation, elles étaient vraies ou pas. Alors, la première chose, hein, la première hypothèse, c'est on n'est pas exposé. C'est faux. Ensuite, ça n'a pas d'effet sur la santé humaine. C'est faux. Et puis, il y en avait une super hypothèse qui était avancée de façon très forte, c'est ah oui, mais rassurez-vous, ces produits ne passent pas la barrière placentaire. Autrement dit, le fœtus ne sera pas exposé. Eh bien, c'est faux, encore une fois, puisque vous avez ici une étude qui vous prouve que, alors je vais le faire très simple, on a prélevé la première urine dès la naissance des bébés japonais. Et cette urine contient des néonicotinoïdes. C'est donc la preuve que le premier pipi, vous savez, un bébé inné, hein, voilà, la première chose qu'il fait, c'est il pousse un cri et il fait pipi. Et donc, cette urine contient des dérivés des néonicotinoïdes. Preuve qu'ils ont été exposés à l'état fœtal, hein, dans le ventre de leur mère, déjà par la consommation de fruits, de légumes, de divers jus de fruits, café, thé, tout ce que vous voulez, ou même l'air qu'elle respire. Ce qui est le plus problématique, c'est qu'en plus, on a pu faire la corrélation entre des bébés de poids très faible. Alors, quand je dis de poids très faible, chez les scientifiques,
Un bébé normal, c'est 3 kg, 3,5 kg. Un bébé de poids très faible, c'est 1 kg, 1,5 kg. Donc, alors que le stade de gestation était normal. C'est-à-dire que le bébé est né au bout de 9 mois, mais ces bébés-là qu'on a examinés ont eu des poids très faibles à la naissance sans qu'on sache pourquoi. Eh bien, systématiquement, on trouvait des néonicotinoïdes en plus grande quantité dans leur urine. Donc là, ça pose un souci pour le développement harmonieux du fœtus dans le ventre de sa maman. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques argumentaires sur les impacts sur les abeilles, sur la biodiversité en général et même sur la santé humaine. Et maintenant, je voudrais en revenir à la question essentielle. Les néonicotinoïdes, comme la plupart des pesticides, sont qualifiés de super importants pour l'agriculture. On ne pourrait pas nourrir le monde sans ces pesticides. Alors nous, on s'est vraiment posé ces questions de leur utilité, parce que lors des homologations, il vous faut savoir que le requérant, donc la compagnie phytosanitaire qui met ses produits sur le marché, démontre plus ou moins que ces produits sont efficaces, que ça marche très bien et qu'il n'y a pas de souci. Donc, on est revenu sur cette hypothèse de départ de l'utilité essentielle des néonicotinoïdes et je vais vous donner quelques informations. Alors, la première information, je vais aller très vite, je vous passe 20 ans de recherche et on arrive au but. C'est une publication qui émane de l'ANSES finalement, mais qui a été transmise à la communauté scientifique sous forme de publication classique. Alors, il s'agit des 135 usages des néonicotinoïdes en France avant 2018. La conclusion de ce groupe d'experts, ils étaient nombreux, hein, c'est de dire que dans 96% des cas étudiés dans la littérature, on peut faire différemment parce qu'il existe des alternatives effectives. Effectives, ça veut dire efficace. C'est ce qui est surligné en bleu. Donc, on peut faire différemment dans 96% de tous les cas étudiés en France. Mais plus important encore, c'est ce qui est surligné en jaune. Dans 78% des cas, on peut faire différemment d'avec les néonicotinoïdes sans utiliser du tout de pesticides. Donc, on peut utiliser des micro-organismes, des tas de systèmes agronomiques qui évitent les pesticides. En clair, ça veut dire que les néonicotinoïdes ont été introduits à peu près au milieu des années 90 en France. On aurait pu se passer purement et simplement de presque 80% des usages de ces néonicotinoïdes. Alors, on va y venir aux alternatives. On a fait une publication qui fait une revue de la littérature sur toutes les alternatives possibles et imaginables, qui évite donc d'utiliser des pesticides les plus toxiques en première instance, parce que quand on fait du traitement préventif, on utilise les pesticides les plus toxiques tout de suite sans même savoir si les cultures vont être attaquées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en discuter tout à l'heure, mais déjà, on peut agir au niveau des paysages. On peut agir au niveau des paysages en favorisant certaines zones humides, des corridors écologiques, en plantant des arbres. Alors, c'est tout en anglais, mais je vous le traduis. Hein. Et en plantant des fleurs aussi, des bordures fleuries qui vont favoriser l'apparition d'insectes et de pollinisateurs. Première chose. Et vous allez voir que ces insectes et ces pollinisateurs, quand ils sont favorisés, ils devront la plupart du temps devenir prédateurs des ravageurs des cultures. Ensuite, on peut utiliser des méthodes agronomiques qui font qu'on se met dans une situation de prévention par rapport à l'arrivée des ravageurs. Donc, la première d'entre elles, c'est la rotation des cultures. Si vous faites maïs sur maïs toujours au même endroit, il ne faut pas vous étonner que la chrysomèle du maïs s'installe. Surtout qu'elle s'installe à l'année N et elle va faire des ravages un an plus tard, à l'année N+1, lorsque les larves vont se développer. Si vous changez de culture, comme la chrysomèle du maïs, elle ne mange que du maïs, eh bien, si vous mettez des pommes de terre à la place, eh bien, ces larves ne pourront pas se développer. Donc, la rotation des cultures, c'est archi connu, mais c'est un moyen de prévention de l'installation de ravageurs qui est très efficace. On peut aussi utiliser des variétés, finalement, qui sont beaucoup plus résistantes aux insectes ou aux maladies. On parlera de betteraves tout à l'heure. On peut faire des semis tardifs pour décaler l'arrivée des ravageurs avec les cultures. On peut mélanger les variétés. On peut faire des tas de choses finalement. Hein, il y a toute une liste ici. Mais l'objectif, c'est de se mettre en situation de prévention. On ne fait pas du curatif, on fait d'abord du préventif.
Ensuite, sachez que, je ne vais pas le détailler aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais sachez qu'il existe des tas d'aides finalement naturelles pour protéger les cultures des ravageurs. La première chose qu'on va faire, on va utiliser leurs prédateurs à ces ravageurs. C'est le fameux exemple de la coccinelle qui mange les pucerons. Une coccinelle, c'est un tueur terrible pour les pucerons. Et on va utiliser aussi des parasitoïdes. C'est-à-dire on va rendre les ravageurs malades ou favoriser les parasites, les petites mouches qui vont pondre des œufs dans les ravageurs et qui vont faire qu'ils ne pourront pas se développer. Donc, on utilise des parasitoïdes qu'on favorise, mais pour ça, il ne faut pas empoisonner les campagnes, bien sûr, parce que ce sont des insectes même, hein, et des prédateurs, qu'ils soient des vertébrés. Alors, le plus bel exemple, c'est les oiseaux, parce qu'on l'a oublié, mais les oiseaux, ce sont des, entre guillemets, massacreurs d'insectes. Donc, si vous avez des oiseaux dans les champs, la première chose qu'ils vont faire, c'est se nourrir des insectes. Et donc, ça peut réguler les populations de ravageurs. Et puis, on peut utiliser des prédateurs invertébrés aussi. Il existe aussi des techniques qui vont utiliser des micro-organismes, comme des champignons, des bactéries, qui vont être pathogènes des ravageurs. On peut le favoriser. Et puis, dans la dernière colonne à droite, eh vous avez tout un tas d'autres techniques qui sont, alors, soit on peut faire des pièges à phéromones, je vais en citer quelques-unes, hein. On peut mettre des barrières minérales, on peut utiliser de l'eau chaude, on peut utiliser des molécules chimiques qui ressemblent à celles que font la nature et qui vont induire une confusion sexuelle chez le ravageur, donc il ne va pas se développer si bien que ça. Et puis, on peut utiliser aussi, et c'est la dernière ligne en bas à droite, des insecticides naturels qui sont bien moins toxiques pour la biodiversité et pour la santé humaine d'ailleurs que les insecticides les plus toxiques comme les néonicotinoïdes ou le fipronil qui a été l'objet de cette étude. Donc voilà, ma conclusion ici au niveau des alternatives, c'est qu'il faut jongler avec tout ça. Il faut se mettre dans une situation de paysage favorable, utiliser des méthodes d'agriculture qui vont prévenir l'arrivée des ravageurs, utiliser des micro-organismes et tout un tas de techniques. Il faut tout combiner. Et les combinaisons diffèrent selon les cultures, selon les régions, selon les conditions météo, selon les conditions du sol, etc. Mais il faut privilégier la vie des sols et la vie en général autour des cultures parce que la nature nous donne les objets de la régulation finalement. On a voulu réguler avec des molécules chimiques, mais on a atteint un niveau aujourd'hui qui menace notre santé et qui menace les écosystèmes. Alors, je vais donner un autre exemple ici que j'aime bien, parce qu'on travaille avec nos collègues canadiens, et par exemple sur l'exemple du soja, du blé et du maïs. Au lieu d'avoir des champs à perte de vue de soja, de blé ou de maïs, ils ont fait des espèces de rangs. Hein, vous voyez à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais c'est du soja. À droite, c'est du blé, et la culture la plus élevée, c'est du maïs. Ils ont fait des rangs de 90 pouces. Bon, alors, c'est des Canadiens, ils fonctionnent en pouces, mais ça fait à peu près 1 mètre de large, un peu plus d'1 mètre de large. Pour ça, ils utilisent un trèfle rouge intercalaire, bon, pour ceux qui aiment les détails, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau des engrais, c'est juste des fientes de poule, 2 fois par an, aucun pesticide, et tous les ans, ils permutent. Donc, c'est un peu de la rotation de culture. C'est-à-dire que là où il y avait du soja, on va mettre du maïs. Là où il y avait du blé, on va mettre du soja. Et là où il y avait ça y est, je me suis perdu, du maïs, on va mettre du blé. Et donc, en permutant comme ça, voilà le résultat qu'ils ont obtenu. Alors, ces graphes sont un peu compliqués, mais je vais vous les expliquer. Sur l'axe horizontal, vous avez les rendements en tonnes à l'hectare. Et on va comparer 3 types d'agriculture: biologique, raisonnée, conventionnelle et intensive. Sur l'axe vertical, vous avez la marge nette de l'agriculteur, c'est-à-dire l'argent qu'il gagne à la fin par mois. Alors là, c'est exprimé en dollars par hectare parce que c'est des dollars canadiens, mais c'est intéressant parce que souvent les agriculteurs se plaignent qu'ils ont du mal à vivre de leur métier. Et on leur parle toujours de rendement. Mais ce qui les intéresse, c'est ce qui leur reste à la fin. Une fois qu'ils ont payé toutes les charges, qu'est-ce qu'il leur reste? Prenons l'exemple du soja. Si vous comparez les 3 agricultures, finalement, les rendements sont dans un mouchoir de poche. Et l'agriculture biologique donne des rendements qui sont tout à fait équivalents
à ceux de l'agriculture raisonnée. Un tout petit peu moins que l'agriculture conventionnelle et l'agriculture intensive. Mais ramenés à l'hectare cultivé, comme ils économisent sur les pesticides d'une part, et les pesticides ça coûte cher, et qu'en plus leur production est de meilleure qualité, et que c'est produire bio, hein, et que ça se vend beaucoup plus cher, au final, entre l'économie des pesticides et les prix de vente du soja plus élevés, regardez la différence. La différence, c'est que la marge nette d'un agriculteur conventionnel, intensif ou raisonné est autour de 1000 dollars par hectare, alors qu'en passant dans ce système d'agriculture biologique, on est entre 2500 et 3000 dollars par hectare. C'est presque le triple. On peut faire la même comparaison, je ne vais pas perdre trop de temps parce que le temps avance, pour le blé. Vous allez voir que les rendements sont moins bons, certes, mais encore une fois, la marge nette pour l'agriculteur est plus élevée. Il produit un peu moins, mais il gagne plus d'argent. Et pour le maïs, alors là, c'est l'exemple faramineux, parce que vous voyez que c'est sur le graphe en bas à droite, finalement, les rendements ne sont pas très différents. Vous avez même le rendement en agriculture biologique avec ce système-là qui est plus élevé que l'agriculture raisonnée ou l'agriculture conventionnelle, un petit peu moins que l'agriculture intensive. Mais regardez encore une fois, l'agriculteur, il gagne entre 500 et 600 dollars par hectare avec les trois types d'agriculture qui utilisent des pesticides, et il gagne jusqu'à 2600, 2700 dollars, non, c'est écrit, il y a le chiffre, hein, 2800 dollars par hectare avec ce système-là. Donc, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi utiliser des pesticides, à la limite, pour perdre de l'argent? Alors, je continue avec un autre exemple qui me paraît encore plus édifiant. Là, on part en Italie, dans deux provinces extrêmement agricoles que sont la Vénétie et le Frioul. Et là, c'est la culture du maïs qui nous intéresse. Et les ravageurs de ces cultures, ce sont donc des noctuelles et des chrysomèles que vous avez ici en photo. Et les Italiens, parce que les néonicotinoïdes ont été interdits en 2008, ont examiné un petit peu les statistiques et se sont rendus compte que finalement, il n'y avait que 4% des cultures de maïs qui étaient attaquées par ces ravageurs. Et se sont posé la question de savoir pourquoi traiter 100% systématiquement de ces maïs alors que le risque économique, c'est 4%. Donc, je vous passe les détails du tableau ici qui établit les coûts et on va tout de suite au résultat. Le résultat, c'est qu'ils ont mis en place un système d'assurance mutuelle depuis 2014 où les agriculteurs, au lieu de payer 40 € à l'hectare pour les pesticides néonicotinoïdes, cotisent à hauteur de 3,5 € par hectare. Comme il y a 53 000 hectares de maïs qui ont été concernés, eh bien, ils ont entré dans le fonds mutuel, leur fonds qu'ils ont créé eux-mêmes, 185 000 €. Et ensuite, il y a eu des dommages. Mais ce système-là est intéressant pour l'agriculteur parce que c'est une assurance tout risque, que ce soit les noctuelles, les chrysomèles, les ravageurs en général, la faune sauvage qui détruit les champs de maïs, les problèmes de météo ou n'importe quel autre problème, l'agriculteur est remboursé. Et ce qui est sorti, là, vous avez les chiffres de 2015, mais c'est pareil en 2014, c'est pareil en 2016. Ce qu'il en ressort, c'est que le fonds d'indemnisation ne dépense que la moitié à peu près, même moins de la moitié de ce qu'il récolte, avec un coût à l'hectare qui est très faible, 3,50 € à l'hectare. Ce qui fait que pour l'année suivante, il reste à peu près 100 000 €. Et donc, le fonds de garantie grossit, au cas où il y aurait une année particulièrement mauvaise. Et je trouve que c'est un système socio-économique qui est très intéressant et qui pourrait être appliqué pour le maïs, bien sûr, mais pour d'autres cultures. Et c'est un système, évidemment, qui ne pollue pas. La seule contrainte, c'est qu'il faut que les agriculteurs qui adhèrent à ce fonds mutuel suivent scrupuleusement les conseils d'agronomes indépendants qui sont payés par l'assurance mutuelle et qui disent bon, là, c'est pas la peine de traiter. Ils mettent des pièges, ils calculent le nombre d'insectes, ils surveillent beaucoup les récoltes. Ces agronomes, donc l'agriculteur, il se laisse un peu porter, il a des conseils, mais qui ne viennent pas des compagnies phytosanitaires, ni de je ne sais quel ministère, mais de quelqu'un qui vient régulièrement dans son champ faire l'état des lieux.
Et ils doivent se mettre en situation de prévention. Donc, rotation de culture, ils doivent utiliser les techniques que j'ai décrites tout à l'heure, qui demandent un petit peu plus de travail, certes, mais les agriculteurs, quand on les interviewe, ces agriculteurs-là, ils disent « Ah, ben, j'ai retrouvé mon métier d'agriculteur. Voilà, je suis de nouveau agriculteur et non pas une espèce d'exploitant qui met des pesticides partout et qui a mauvaise presse d'ailleurs. Hein. » Alors là, ils retrouvent l'intérêt de leur travail. Voilà, c'est un exemple socio-économique que moi je cite souvent parce que c'est tellement simple finalement, il suffit de le faire. Alors maintenant, on en arrive à la fin de ma présentation et je voulais quand même rappeler la situation au niveau de la France et au niveau européen et même mondial. Alors, ces néonicotinoïdes qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, sachez qu'en 2016, l'Assemblée nationale a adopté donc une loi, dans le cadre de la loi sur la biodiversité, qui interdit purement et simplement l'usage des 5 molécules qui étaient autorisées en France, que ce soit en traitement de semences ou en pulvérisation. Voilà. L'application de cette loi devait se faire donc au 1er septembre 2018. On laissait 2 ans au monde agricole pour évoluer dans le bon sens. Comme immédiatement, quand un produit néonicotinoïde est interdit, il est remplacé par un autre qui arrive sur le marché, le législateur, ayant vu le coup venir, a sorti un amendement additionnel en disant « Oui, non, mais c'est tous les néonicotinoïdes, les 5 qui étaient sur le marché français, et toute autre molécule qui aurait le même mode d'action. » Parce que si vous le remplacez par un autre, la biodiversité ne sera pas plus protégée. Donc le législateur a pris ses responsabilités et donc a interdit les néonicotinoïdes ou toute autre molécule qui aurait le même mode d'action. Au niveau français, on est vraiment à la pointe des choses parce que si on regarde en Europe, 3 néonicotinoïdes avaient été partiellement interdits en 2013. Aujourd'hui, on est à l'interdiction de 5 molécules sur les 6 qui occupaient le marché européen. Soit dit en passant, il n'y a pas eu de réduction significative des rendements agricoles en Europe, globalement. La France étant le bon élève de l'Europe, l'Italie ayant pris des décisions importantes déjà depuis 2008, l'Allemagne a quelques décisions sporadiques, mais pas plus que ce que n'oblige finalement l'Europe. Et puis vous avez d'autres pays, comme les Philippines, qui en 2014 ont suivi l'exemple de la France. Le Japon a fait des interdictions partielles, c'est surtout pour les protéger les populations, puisqu'il y avait des problèmes d'intoxication importantes. Et puis, si on traverse l'Atlantique, on se rend compte qu'ils ont une autre politique. Ils ont décidé de 80% de réduction en Ontario et au Québec, par exemple. Donc, ce n'est pas une interdiction totale, mais c'est une décision de 80% de réduction. Et les néonicotinoïdes ne sont autorisés que par des agronomes indépendants qui viennent au cas par cas dire oui, là, il faut le faire, là, non, on ne le fait pas. Et donc, leur objectif, c'est 80% de réduction. Aux États-Unis, les interdictions ont été prononcées dans les villes. Donc, pour certains États qui ne sont pas très agricoles, comme le Maryland, il y a d'autres États où ça discute, comme la Californie ou des choses comme ça, mais la résistance est très forte. Et donc, rien ne s'est passé sous l'administration Trump, mais à partir de l'administration Biden, il pourrait bien se passer quelques décisions d'interdiction. Voilà, on en est à peu près là. Alors maintenant, je ne peux pas finir sans parler de cette histoire de betterave sucrière. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la France est le premier producteur de betterave sucrière européen. Et il y a un puceron qui est vecteur de maladies virales pour la betterave. Donc, c'est ce qu'on appelle la jaunisse de la betterave. Alors, voilà, vous le voyez, le puceron ici, là. Et la jaunisse de la betterave, ben, c'est une betterave qui se développe qui sera moins grosse et qui produira moins de sucre. Et donc, les producteurs de betteraves sucrières, alors ils sont dans l'agriculture intensive, vous voyez les photos qu'il y a, les producteurs se sont plaints que la situation en 2019 a été catastrophique. Alors, on a retrouvé quand même les chiffres de production de la betterave sucrière dans les différents pays, et la France est en bleu. Et vous voyez que depuis les années 60, les rendements n'ont cessé d'augmenter pour la production de la betterave sucrière, et que finalement, sur les dernières années, on est arrivé à un plateau de production où on ne peut pas produire tellement plus. Alors, c'est vrai que l'année 2019
a été moins bonne. Alors, on a entendu le chiffre de 80% de pertes. En fait, moi, je tiens les chiffres de l'office donc de la betterave, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Globalement, sur la production française, il y a eu 8% de pertes. Quand vous voyez l'augmentation des rendements au fil des années depuis 1960, vous vous dites que c'est peut-être pas si dramatique que ça. En fait, le problème de la betterave, on pourra en discuter tout à l'heure, c'est un problème de marché libéral international où la betterave française se trouve en concurrence avec les marchés, notamment sud-américains. Et donc là, il y a une fluctuation du prix du sucre qui fait que les producteurs français sont un peu mis à mal de temps en temps. La question, c'était il faut absolument autoriser les néonicotinoïdes parce que ça va sauver l'industrie de la betterave française. Et donc, le gouvernement actuel a sorti l'autorisation, alors que la loi sur la biodiversité avait interdit les néonicotinoïdes. En 2020, donc, l'autorisation d'utilisation des néonicotinoïdes a été approuvée par le gouvernement et par les parlementaires. Et donc, malgré les recours des associations environnementales, le Conseil d'État a validé donc le retour de 2 néonicotinoïdes, parmi les plus toxiques d'ailleurs, imidacloprid et diabétoxane. Et sur les 450 000 hectares de betteraves sucrières qui sont cultivés en France tous les ans. Alors la petite histoire, je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est qu'il y a eu un épisode de gel qui a fait que beaucoup de ces betteraviers ont dû replanter. Seulement, l'autorisation des néonicotinoïdes n'était valable qu'une fois par an. Et donc, ils ont replanté de la betterave sucrière, mais non traitée. Résultat des courses, ils n'ont pas les traitements qu'ils voulaient. Par contre, la pollution des sols, elle est faite. Et ensuite, la pollution des eaux de surface. Et cet épisode de gel a montré que, alors il faut savoir que quand il y a un épisode de gel, il n'y a pas de développement du puceron. Le puceron vert ne se développe pas. Et finalement, la France a choisi de faire un traitement, d'autoriser un traitement systémique, donc prophylactique, c'est-à-dire au départ, sans même savoir si le puceron allait arriver, pour 3 ans. Par exemple, les Suisses n'ont autorisé que des traitements foliaires, c'est-à-dire ils ont dit, on va attendre que le puceron soit là, et s'il y a besoin, on traitera. Et les Anglais, ayant bien mieux regardé les prévisions météo que nous, se sont rendus compte que ces épisodes de gel faisaient que le puceron vert n'allait pas se développer, et donc ils n'ont pas autorisé les traitements aux nicotinoïdes pour la production de betteraves sucrières. Donc vous voyez trois situations différentes en Europe qu'on pourrait commenter si on le fait. Voilà, donc maintenant j'en arrive à la fin de ma présentation, j'étais un tout petit peu plus long. Ce que j'appelle les take-home messages, c'est la conclusion, ce avec quoi il faut que vous repartiez absolument. Alors, la biodiversité, c'est notre vie. Il ne faut plus croire qu'on puisse vivre sur notre planète sans que la biodiversité soit en mode santé. Hein, c'est le concept One Earth, une seule santé pour la planète entière, et nous, on fait partie de ces écosystèmes. Les pollinisateurs, n'oubliez pas, c'est notre nourriture. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans pollinisateurs, il n'y a plus que du maïs, du riz et du blé. C'est-à-dire que notre bol alimentaire va être extrêmement réduit. Ensuite, nous assistons en ce moment à la 6e extinction de masse et ne croyez pas que si la biodiversité s'effondre, nous, on va survivre tout seul sur la planète. Les pesticides, j'en ai pas trop parlé, mais il y a des études qui ont été faites. C'est quand même des bénéfices privés pour les industriels qui les fabriquent, parfois pour les utilisateurs, agriculteurs qui les utilisent donc, mais c'est quand même des risques publics. Contamination de l'environnement, biodiversité, c'est le bien commun, la biodiversité, et santé humaine, qui paye pour les maladies. Ce n'est pas les fabricants de pesticides. Les néonicotinoïdes que j'ai pris comme exemple, je les ai pris comme exemple parce qu'ils sont les plus étudiés, c'est ceux qui ont bénéficié des plus belles innovations de la chimie du pesticide, et il se trouve que ce sont bien les pires des insecticides. Ensuite, ces hypothèses d'exposition et de toxicité qui n'avaient pas été reconnues lors des homologations, elles ont été prouvées ensuite. Ça veut dire que le système d'homologation tel qu'il est actuellement et qui n'a pas évolué ne donne pas satisfaction. Il ne protège ni l'environnement, ni la biodiversité, ni les populations humaines.
Donc, les néonicotinoïdes détruisent la biodiversité, ben, ça, il n'y a pas photo, hein, tout le monde est d'accord. Hein. Et puis, ces hypothèses d'exposition, de non-exposition, de non-toxicité pour les mammifères sont avérées fausses. Donc, il faut cesser d'homologuer des produits sur des hypothèses. Il faut des preuves maintenant. Et quant au fait que les néonicotinoïdes soient essentiels pour l'agriculture, j'ai essayé de vous montrer à travers quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, que non, ils ne sont pas essentiels pour l'agriculture, on peut faire différemment. Et donc, j'ai conclu que les parlementaires, quand même, ont pris un certain nombre de décisions courageuses. Hein. Alors, déjà depuis 1999, avec l'interdiction de l'imidacloprid sur tour de sol, et puis ensuite, ça a continué. Et le problème, c'est que voilà, il y a un principe qui fait que chaque fois qu'on établit une jolie loi en France, eh bien, il y a toujours des dérogations derrière dont on peut discuter si elles sont bienvenues ou pas. Voilà. Et donc, maintenant, je voudrais quand même remercier tous mes collaborateurs à travers le monde, mes collaborateurs dans les différents programmes européens, évidemment le CNRS qui m'emploie et mes collègues du laboratoire, parce que imaginez bien que tout ce que je viens de vous présenter, ça ne s'est pas fait sur une seule personne. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été impliqués et ça s'est fait sur les 20 dernières années. Et puis, je voudrais remercier Centre Sciences, encore une fois, et notamment Marie-Laure, pour cette invitation à présenter. Et puis, vous, du courage que vous avez eu de m'écouter jusqu'au bout. Voilà. Merci Jean-Marc. C'était une conférence très très intéressante et qui a permis de faire un peu de clarté sur ces questions. Alors, il y avait une question de Roselyne. Ah oui, bonsoir. Mais tout d'abord, merci pour toutes ces explications. C'était vraiment super. Alors, bon, ma question concernait le problème de la jaunisse des betteraves, hein, avec une autorisation qui a été redonnée pour justement ces pesticides. Et le prétexte était que les betteraves sont récoltées avant la floraison, donc il n'y aura pas de risque pour les pollinisateurs. Voilà, donc j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, parce qu'il n'y a pas que les pollinisateurs, il y a aussi ce que vous avez expliqué, tous les invertébrés qu'on trouve dans le sol et autres. Voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser votre avis là-dessus? Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que la betterave, elle est récoltée avant la floraison. Donc, s'agissant d'abeilles mellifères, celles des apiculteurs qui iraient butiner sur ces betteraves, ben, le risque n'existe pas. Mais c'est réduire les pollinisateurs aux seules abeilles domestiques. Vous avez à peu près 5-6 races maximum d'abeilles à miel utilisées par les apiculteurs, alors que vous avez plus d'1 millier d'abeilles sauvages. Et celles-ci, évidemment, la plupart sont sauvages, elles ne vivent pas en colonie, elles participent à la pollinisation, bien sûr, et elles sont sensibles aux conditions environnementales. Par exemple, il y a énormément d'abeilles sauvages qui nichent dans le sol. Il est évident que si vous avez des pesticides dans le sol, la nidification dans le sol de ces abeilles sauvages ne pourra pas se faire, elles vont être empoisonnées immédiatement. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous traitez 450 000 hectares avec des néonicotinoïdes, derrière le semoir pneumatique, il y a une espèce de nuage de poussière, déjà, qui va être véhiculé par les vents. Ces poussières toxiques vont se déposer sur d'autres fleurs au printemps, et tous les pollinisateurs qui vont aller sur ces fleurs qui n'ont pas été traitées, mais qui existent, elles, vont être empoisonnées. Ensuite, je l'ai dit, la contamination générale des sols ne reste pas au niveau du champ traité. On a même montré, il y a des scientifiques qui ont montré, ça s'est fait dans les Deux-Sèvres notamment, que le champ d'à côté, il est plus pollué au final que le champ qui a été traité. Parce que tout ça migre gentiment, et comme la durée de vie de ces pesticides va de 1 an à 5 ans, même jusqu'à 30 ans, ben vous avez une pollution qui s'installe, qui migre, et donc ce n'est pas le champ traité qu'il faut considérer, mais c'est vraiment l'aire géographique totale. Ensuite, quand les pesticides sont véhiculés par les ruisseaux et les cours d'eau, ben alors là, ça part à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, dire il n'y a pas de problème parce que les fleurs, les betteraves sont récoltées avant la floraison, ce n'est regarder que l'abeille de l'apiculteur. Et en général, vous savez, sur un champ de betteraves, les apiculteurs ne mettent pas les ruches, hein, surtout si la betterave est traitée. Ma deuxième question, justement, concernait, par exemple, le glyphosate. Vous savez qu'il y a eu plusieurs actions de pisseurs volontaires, c'est-à-dire des gens qui étaient volontaires pour uriner le matin
sous contrôle d'huissier et il s'est révélé que tous avaient du glyphosate dans les urines. Donc, j'ai l'impression que nous, en tant que citoyens, on essaye de faire ce qu'on peut et il y a des actions judiciaires qui ont été mises en route, mais ça traîne, ça traîne. Et j'aurais voulu savoir si vous, en tant que scientifique, donc vraiment les experts des experts, si enfin les politiques et les décideurs vous écoutent un petit peu plus qu'ils peuvent le faire face au lobby. Alors, le glyphosate, c'est un cas emblématique aussi, hein. Je vais faire très court, hein. Le glyphosate, c'est une longue histoire. Et je pense que l'exemple des néonicotinoïdes peut aider à la compréhension du mécanisme du glyphosate. D'une part, on va retrouver des points communs. Et je vais aller tout de suite au résultat. Est-ce que le glyphosate est si utile que ça, si incontournable que ça? En fait, si vous regardez dans le monde agricole, on vous dit, bah oui, mais là, ça va coûter beaucoup plus cher de produire sans le glyphosate. Effectivement, le glyphosate est très employé après la récolte pour nettoyer le champ, entre guillemets, pour se débarrasser de la culture, pour pouvoir replanter plus tard. Donc, c'est un moyen, j'allais dire, de confort qui coûte pas cher. Et on utilise la chimie pour ne pas utiliser d'autres méthodes qui seraient plus coûteuses. Ça, c'est une partie du problème. Donc, se poser la question, à quoi il sert vraiment? La deuxième question qu'il faut se poser, c'est comme l'exemple des néonicotinoïdes, c'est quels sont les véritables impacts sur la biodiversité, sur donc des espèces à protéger et sur notre santé. Et vous avez quand même des éléments de réponse, puisque vous avez des class actions aux États-Unis qui vont coûter très cher à Monsanto, qui a été racheté par Bayer. Donc, les choses évoluent petit à petit. Si vous allez sur le site de l'ANSES, vous verrez que même si l'agence n'est pas réputée pour prendre des décisions rapides, il y a quand même de plus en plus d'usages du glyphosate qui sont interdits. Et donc, j'allais dire que la France est en train de prendre des décisions petit à petit où, usage par usage, on supprime le glyphosate. Alors, ce n'est pas une interdiction totale comme les néonicotinoïdes, mais ça se fait petit à petit, d'année en année. Alors, certains trouveront que c'est trop lent, d'autres trouveront que c'est trop rapide. Moi, je ne me permets pas de juger, mais les choses sont en cours. Mais si vous voulez mon point de vue personnel, tout ça prend beaucoup trop de temps. Merci beaucoup pour vos présentations, c'était très, très intéressant. Donc, je travaille à l'INRA, donc je suis un peu, ce que vous me dites, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai deux questions. Donc, quand vous êtes présenté, donc vous avez dit que vous étiez expert à l'OCDE. Donc, moi, je me demande pourquoi cette agence, elle n'adapte pas ses lignes directrices pour avoir une évaluation vraiment la plus complète possible, évaluation toxicologique. Et ma deuxième question, c'est, voilà, vous êtes chimiste. Et moi, je me demandais si, dans le cahier des charges, que ce soit des fabricants de phytosanitaires, mais aussi de plastique et d'autres produits qui sont des micropolluants de l'environnement, pourquoi dans le cahier des charges, dans la mise au point de ces produits, on ne met pas un petit alinéa comme quoi il faut absolument que ces produits soient dégradables facilement dans l'environnement? Comme vous le disiez, il y a des produits qui restent 10, 20, 30 ans. L'atrazine, on en retrouve encore. Et donc, voilà, je sais que les industriels, ils ont pas le même, ils écoutent pas la même chose que nous, les scientifiques. Eux, ils écoutent le profit. Mais quand même, est-ce que d'un point de vue politique ou même au niveau des agences, c'est des choses qui pourraient pas être avancées et défendues? Alors, je vais vous répondre. D'abord, sur l'OCDE, il y a des tests sur les larves d'abeilles qui ont été proposés à l'OCDE. Oui, il y a des tests sur les larves d'abeilles qui ont été proposés à l'OCDE qui éviteraient que la toxicité chronique dans les ruches ne puisse s'exprimer. C'est-à-dire que il a été proposé à l'OCDE des tests qui devraient être passés de façon satisfaisante pour tout nouveau produit qui entrerait sur le marché. Ça fait juste presque 10 ans que ça dure, cette affaire, et c'est toujours pas accepté ni validé parce que ces tests qui ont été proposés par des chercheurs du public sont systématiquement amendés par des parties prenantes qui appartiennent aux compagnies phytosanitaires. Donc, on n'arrive pas à avancer parce que
à vouloir faire le consensus entre les producteurs de pesticides et ceux qui veulent défendre la qualité de l'environnement, eh ben voilà, ça marche pas. Et l'OCDE n'est pas capable de trancher finalement. On va retrouver exactement la même chose finalement au niveau de l'Europe, parce que je vais prendre l'exemple encore des néonicotinoïdes. En 2013, l'EFSA, l'agence européenne qui homologue les produits, les matières actives, et ensuite c'est décliné dans les différents pays sous forme de formulation. L'EFSA qui homologue les produits a proposé des lignes directrices beaucoup plus strictes pour protéger les abeilles, les pollinisateurs et la biodiversité en général sur les produits pesticides. Le document a été fourni, très argumenté, voilà, tout était prêt. Il fallait juste qu'il soit adopté par l'ensemble des pays de la communauté européenne. Eh bien, figurez-vous que la majorité des pays de la communauté européenne n'a pas accepté ces nouvelles lignes directrices. Ils ont dit, oh non, non, c'est trop contraignant. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce que les compagnies phytosanitaires ont dit, ah mais non, mais si vous faites ça, on ne pourra plus jamais homologuer de produits. Et là, c'est là. Alors après, on entend des propos du genre, c'est l'agriculture qui va s'effondrer, c'est on ne pourra plus nourrir les populations, etc., etc. Des propos qu'on pourrait discuter parce que ce sont de faux arguments. Et donc, sachez que c'est l'ensemble des pays qui n'a pas accepté, la majorité des pays, qui n'a pas accepté les nouvelles lignes directrices protectrices en tenant compte des erreurs du passé. Donc, ça n'avance pas. Et même au contraire, on a demandé à l'agence européenne de refaire un rapport en enlevant pratiquement le 3/4 de ce qu'ils avaient préconisé. Et donc, finalement, on fait marche arrière. Donc, c'est la politique qui guide les règles d'homologation des produits phytosanitaires sur une base économique et non pas sur une base sanitaire ou de protection de l'environnement. C'est ça qu'il faut comprendre en ce moment. C'est que ça ne va pas dans le bon sens. Normalement, c'est la science qui fixe des critères scientifiques pour homologuer les produits et ensuite on les applique. Ben là, c'est le contraire. Donc, on a demandé à l'Agence européenne de protection sanitaire et de l'environnement et de la biodiversité et de l'alimentation de revoir sa copie alors qu'elle avait déjà édicté des lignes directrices extrêmement bien faites dès 2013. Merci Jean-Marc pour cette réponse. Juste quant à la biodégradabilité, eh parce qu'on a parlé de la durée de vie dans les sols, ben, on a des exemples, vous avez cité l'atrazine, on parle beaucoup du chlordécone en ce moment, durée de vie plusieurs centaines d'années qui pollue l'ensemble des écosystèmes dans nos territoires d'outre-mer, hein, avec des taux de cancer faramineux de la prostate dans les populations par exemple. Sachez que cela, on n'a pas fini de s'en débarrasser parce que le chlordécone, il a une durée de vie de dingue. Et non seulement dans les sols, mais également dans les estuaires autour. C'est une île. On va bientôt plus pouvoir consommer de poissons en Martinique ni en Guadeloupe. Hein. Ça décharge. Hein. Tout le chlordécone qui a été utilisé pour la production de la banane, rappelez-vous, la banane française quand même, hein, alors qu'il avait été interdit aux États-Unis 10 ans plus tôt. Hein. On a continué à aller utiliser des molécules extrêmement toxiques dont on ne sait pas se débarrasser. Mais aujourd'hui encore, ça se passe. Le thiaméthoxam qu'on utilise pour la betterave sucrière, qui est de nouveau autorisé, il faut savoir qu'il se métabolise, il se transforme en clotanidine, qui est un néonicotinoïde aussi, durée de vie plusieurs dizaines d'années dans les sols. Donc aujourd'hui, on autorise des choses que les générations futures devront assumer. Merci Jean-Marc pour ces précisions. Je vais donner la parole à Anthony qui a levé la main et qui avait une question. Bonjour, merci. Vous avez dit que s'il n'y avait plus de pollinisateurs, il ne resterait plus que du blé, du maïs et du riz. Ils sont pollinisés comment ces plantes-là? Elles se reproduisent naturellement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'un transfert de gènes d'une plante à l'autre. Elles font des graines qui sont fertiles. D'accord, je vous remercie. Très bien. Alors, je vais passer la parole à Elisabeth. Oui, merci. C'était juste pour savoir, produire du miel bio, ça veut dire encore quelque chose? Alors, j'allais dire oui et non.
si les apiculteurs mettent leurs ruches à proximité, l'abeille, elle est opportuniste, elle va à la première source de nourriture, elle ne va pas aller chercher très loin ce qu'elle a devant le nez. Si les apiculteurs mettent leurs ruches à proximité de champs traités, vous pouvez être sûr que le pollen et le nectar récolté sera contaminé avec les molécules. Maintenant, l'apiculteur n'a absolument pas intérêt à faire ça parce qu'il prend un risque pour ses abeilles. Donc, ils ont plutôt tendance à mettre leurs ruches dans des zones protégées où les agriculteurs ne traitent pas trop. Et souvent, vous savez, les agriculteurs et les apiculteurs, ce sont les habitants des mêmes territoires. Donc, ils s'entendent entre eux, ils discutent entre eux de plus en plus, de sorte que certains apiculteurs refusent de mettre leurs ruches près d'un champ de colza, par exemple, qui serait traité. Ils disent non, non, mais moi, je ne mets pas, tant pis, hein, tu te débrouilles. Hein. Parce que les agriculteurs ont besoin de pollinisation. Et donc, cette discussion, lorsqu'elle est harmonieuse et qu'elle est bienveillante, fait que la plupart des miels ne sont pas contaminés. Un miel contaminé, c'est une ruche en danger, c'est une ruche qui potentiellement va mourir. Donc, les apiculteurs n'ont pas du tout intérêt à faire ça. Et puis, il faut quand même redonner des ordres de grandeur. Les quantités qui nuisent aux abeilles n'ont rien à voir avec les quantités qui nuisent aux mammifères. C'est-à-dire que ce n'est pas en consommant du miel, quel qu'il soit, hein, près d'un champ traité ou dans une zone protégée, que vous prenez le moindre risque pour votre santé. Sachez qu'en mangeant une seule pomme d'agriculture conventionnelle, vous en prenez 100 fois plus. Alors, il y avait une question de Jenny. Je vous passe la parole. La canne à sucre est-elle polluée car je ne consomme plus que du sucre de canne? Alors, je me pose aussi la question. Alors, la canne à sucre, elle vient des pays exotiques, si j'ose dire. L'idée qu'il faut garder quand même, c'est que plus le pays est exotique, plus il y a d'insectes. Et donc, si vous voulez faire des productions agricoles dans les produits exotiques, ben, c'est là qu'il va y avoir le plus d'insecticides. Donc, ça, c'est une première chose, c'est valable pour les bananes, les mangues, les ananas, les oranges, tout ce que vous voulez. Par contre, pour le cas particulier du sucre, la méthode de fabrication fait que les pesticides ne passent pas dans le sucre parce que c'est par cristallisation. C'est une méthode qui fait qu'on extrait le sucre, mais on ne consomme pas directement la plante. Le process de fabrication industrielle du sucre, même s'il peut y avoir des polluants dans le sucre blanc parce qu'on met des choses qui les blanchissent, et ça, c'est pas forcément bon pour la santé. Mais le process de fabrication du sucre, que ce soit à partir de betterave ou de canne, normalement évite le passage des pesticides dans le sucre qu'on achète. C'est plutôt rassurant. Effectivement. Jean-Marc, je voudrais juste poser une question par rapport au tableau de rapport production biologique par rapport aux autres types. Voilà, exactement. Merci. C'était bien ce tableau-là. C'est dans le cas où les produits biologiques sont beaucoup plus chers. Est-ce qu'il a juste été fait si on mettait des produits bio qui avaient le même tarif que les produits conventionnels de l'agriculture? Bah, il faut tenir compte du marché. Hein. Un produit biologique, d'abord, il faut savoir que ce qui fait le coût de nos denrées alimentaires, c'est pas les coûts de production. C'est tous les intermédiaires, c'est la fabrication, c'est, je veux dire, ce que vous payez dans un supermarché n'a rien à voir avec le coût de production de l'agriculteur. Première chose. Deuxième chose, c'est la réalité objective. Il y a un marché aujourd'hui de produits d'agriculture biologique qui se vend plus cher que l'agriculture conventionnelle. Alors, les agriculteurs sont face à un choix où ils se disent, je produis beaucoup plus, je gagne moins de production à l'hectare, et en produisant plus, ben, finalement, ça compense. Ou alors, ils se disent, c'est un choix, hein, je produis peut-être un petit peu moins, mais je vais vendre beaucoup plus cher. On en revient aux consommateurs.
est-ce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est on ne produit pas assez, alors qu'on est plutôt dans un monde, dans les pays industrialisés, où on est dans des excédents de production, ou est-ce qu'on produit, est-ce qu'il faut produire plus finalement, ou est-ce qu'il faut produire mieux? Ce que demandent les consommateurs, au moins en Europe et partiellement aux États-Unis, c'est une nourriture de meilleure qualité. Et les coûts, effectivement, vont être un petit peu plus élevés, mais le marché, il existe et il se développe. Donc, voilà, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais alors je vais faire des réflexions générales. Quelle est la part du budget des ménages réservée à l'alimentation aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans ou il y a 100 ans? Maintenant, aujourd'hui, on réserve la part de notre budget à des téléphones, à de la communication, à du déplacement, des loisirs. Il faut peut-être accepter, c'est une question que je pose, c'est un choix de société, hein. Il faut peut-être accepter de mettre un petit peu plus, peut-être un petit peu moins dans les loisirs, un petit peu moins dans la communication, je ne sais quoi, et un peu plus dans la qualité de ce qui nous nourrit. Je vais prendre un exemple un peu provocateur. Moi, j'ai l'habitude de parler cash, hein. Vous avez des gens, pour leur voiture, ils vont prendre une essence un peu plus pure, un peu plus purifiée, du super carburant. Ils vont mettre des additifs pour que le moteur ne s'encrasse pas. Ils oublient, ces gens-là, que notre machinerie, notre corps humain, ben c'est pareil. Il faut que ce qui rentre dedans soit de bonne qualité, sinon ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas bien. Et on va créer des maladies. Donc ce qu'ils font pour leur voiture, qu'ils le fassent pour leur propre corps. Oui, mais du coup, ça, c'est par rapport à l'économie de marché actuelle. Mais Oui, mais elle on existe. peut imaginer que plus il y aura d'aliments bio, moins le prix de ces aliments sera élevé. Et du coup, est-ce que ce sera toujours aussi intéressant pour un agriculteur bio de produire bio si les prix baissent? C'était ça, en fait, ma question. Je ne pense pas que les prix baissent finalement. Plus on va produire bio, plus le marché qui existe et qui tire sur la production bio va être couvert. Parce que là, ce qu'il vous faut savoir, par exemple, prenons l'exemple français, on ne produit pas ce qu'on consomme, bien moins. On est obligé d'importer des pays frontaliers, même certains pays lointains, la nourriture bio qu'on consomme en France. Donc on ne couvre pas du tout le marché. Donc il y a beaucoup de marge. Et puis sans même parler du bio, on peut faire ce qu'on appelle de l'intensification écologique. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas par dogmatisme l'utilisation de pesticides, mais on ne s'autorise leur utilisation que quand la preuve est faite de leur extrême nécessité. C'est-à-dire qu'on accepte un petit peu de perdre sur les rendements, c'est pas grave, parce que ce qui prime, c'est le bien commun. Ne pas polluer les sols, conserver la biodiversité et ne pas induire des maladies. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un opposé catégorique aux pesticides. Si on utilisait les pesticides qu'au moment où il faudrait les utiliser, à bon escient, en s'étant mis dans des situations de prévention et juste dans les cas où on ne peut pas faire autrement, ben, on utiliserait moins de 5% de ce qu'on utilise. Et là, les problèmes environnementaux seraient moins prégnants, bien sûr. Donc, en fait, les pesticides, c'est un peu comme certains médicaments qu'on utilise en hôpital par des professionnels, j'allais dire sur ordonnance. Ça ne doit pas être laissé en libre marché, surtout les pesticides les plus toxiques comme ça. Donc voilà, si on avait cette attitude beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus économe en pesticides, il n'y aurait pas tant de problèmes. J'avais une question enfin j'avais deux questions. La première, c'était justement la question de la santé publique. Vous avez à plusieurs moments fait le lien entre du coup les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Parce qu'on voit de plus en plus de maladies justement liées aux perturbateurs endocriniens qui se développent, notamment chez l'enfant, vous en avez parlé un petit peu, et j'aimerais avoir un peu plus de précision sur ces questions, si vous en avez. Alors, ce qu'il vous faut savoir, c'est que jusqu'à aujourd'hui,
au niveau des perturbateurs endocriniens, il y a ceux qui sont prouvés, il y a ceux dont on dit qu'ils sont suspectés, et il y a ceux qui ne sont pas perturbateurs endocriniens parce qu'il y a des éléments scientifiques qui en attestent. Seulement, l'immense majorité des molécules chimiques qu'on utilise, et surtout des pesticides, ben, ils sont dans cette zone intermédiaire-là, suspectée. Alors après, on a cherché à faire des classifications un peu plus fines, les suspectés forts et les suspectés faibles. Mais d'une manière générale, le monde industriel s'oppose à ça. Parce que pour être déclaré perturbateur endocrinien, il faut vraiment un faisceau de preuves énorme. Là, quand je vous montre, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, la perturbation endocrine sur donc les organes génitaux de mammifères aussi grands qu'une biche, c'est typiquement ce qui va se passer. Alors, c'est compliqué parce que c'est des effets en cascade. C'est tout le système hormonal qui est perturbé. Mais ça, on sait qu'au niveau de la reproduction, ça va avoir des impacts. Donc, il y a plusieurs façons de perturber le système endocrinien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette publication, parce que c'est une publication qui démontre, ils ont comparé des biches exposées avec des biches non exposées, et on voit bien la différence. J'aurais pu vous montrer une autre publication de Canadiens qui, sur des cellules humaines, vous démontre que là, il y a un problème et que la conclusion de l'étude, c'est de dire attention, femmes enceintes, ne touchez pas aux néonicotinoïdes. Voilà, parce que ce sont des perturbateurs endocriniens et que vous allez avoir des problèmes au niveau du fœtus. C'est connu, hein. C'est connu, mais voilà, on n'en tient pas compte parce qu'il y a des intérêts énormes économiques et puis agricoles hein, qui font que bon, bah, les parties prenantes et les décideurs n'arrivent pas à se positionner. Merci alors les pour, choses ne changent pas du jour au lendemain, il faut du temps pour faire le changement. Mais si on n'initie pas les changements, ils ne se produiront jamais. C'est un peu comme le réchauffement climatique. D'abord, il y a eu la négation du phénomène. Hein, c'est les climato-sceptiques. Ensuite, les scientifiques ont dit oh, 2 degrés. Là, je peux vous dire que ça va être beaucoup plus que 2 degrés. Et le temps qu'on prenne les décisions, il est déjà trop tard. Je ne voudrais pas qu'en matière de biodiversité et de santé humaine, le temps qu'on prenne les décisions, il soit trop tard. Parce que je pense qu'en matière de biodiversité, je reste très optimiste et je me dis que si on prend les bonnes décisions dès maintenant, la nature peut recouvrer vraiment un état bien meilleur. Alors j'avais une deuxième question en tant que directeur du Muséum de Bourges. Le Muséum de Bourges développe depuis une trentaine d'années une spécificité autour des chauves-souris. Et dans ce cadre, depuis 2 ans maintenant, on a été approché par les viticulteurs du département du Cher, donc une trentaine de domaines viticoles qui commencent à évoluer dans leurs pratiques. Déjà parce que ils se rendent compte que ça pollue énormément, que ça coûte, que ça a un impact sur leur santé et la santé de leur famille. Et que en face, le client est beaucoup plus sensible à ces questions. Et donc, on travaille avec ce monde viticole depuis maintenant 2 ans sur la réinstallation ou le développement de colonies de chauves-souris pour éviter justement de faire les traitements en attaquant les ravageurs justement de la vigne. Donc, c'est un exemple qui est encore un peu embryonnaire hein, ici sur le département, mais il se passe exactement la même chose dans le monde des chauves-souris, dans le monde des spécialistes des chauves-souris, dans le Bordelais et puis dans la région Provence, où finalement on voit qu'il y a une évolution dans les pratiques viticoles qui va vers plus de mise en valeur de la biodiversité et de l'utilisation de cette biodiversité pour lutter justement contre ces ravageurs. Oui, alors l'exemple des chauves-souris me plaît beaucoup, je le connais bien parce que d'abord les chauves-souris ce sont des pollinisateurs. Souvent vous avez des petites chauves-souris qui pollinisent, alors pas forcément les cultures, hein, mais en général les plantes sauvages. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les chauves-souris sont en déclin catastrophique sur le monde. Et nous, on est en relation avec des collègues taïwanais, parce que la chauve-souris, elle occupe une place meilleure qu'en Europe. Elle a mauvaise presse en Europe. Traditionnellement, la chauve-souris, c'était
c'était un animal négatif, un suceur de sang, faites tout ce que vous voulez, mais en fait, les Taïwanais, eux, la considèrent différemment et cherchent à la protéger. Et alors, les effets des néonicotinoïdes sur la chauve-souris, j'en profite pour le dire, hein, c'est qu'ils perdent leur système d'écolocation. C'est-à-dire que c'est la chauve-souris, elle géolocalise sa proie pour se nourrir, et si le système d'écolocation, c'est un éco-radar, hein, ne marche pas, ben évidemment, elle ne peut pas se nourrir. Donc, protéger la chauve-souris, c'est protéger les autres espèces. Et je suis content de dire que les viticulteurs réagissent, parce que la viticulture consomme énormément de pesticides. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais ce sont les fruits classiques, pommes, abricots, qui consomment le plus de pesticides, mais la vigne en premier lieu. Il y a par exemple des normes qui disent que les pommes ne doivent pas dépasser certaines teneurs en pesticides. Vous n'avez pas de normes équivalentes pour la vigne. Ça n'existe pas parce que le monde de la production du vin s'y est opposé. Donc, il n'y a pas de normes. Vous pouvez avoir n'importe quelle quantité de pesticides dans le vin, il sera considéré comme commercialisable. Ce qui n'est pas le cas des fruits et légumes où il y a quand même des limites. Elles ont peu de sens à mon avis, mais au moins il y a des limites. Donc, je suis content d'entendre dire que les viticulteurs font une espèce de mutation. Il y en a de plus en plus. Moi, je viens de la région donc, du sud-ouest et je vois bien que dans le Bordelais, les choses changent aussi. Et je pense que c'est la voie qu'il faut suivre. Et là aussi, c'est une question de marché. Lorsque les vins bio se vendront beaucoup mieux, il y aura un marché à prendre et encore une fois, la mécanique est enclenchée. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est on protège l'environnement, on protège la biodiversité et ce faisant, on protège la santé humaine. Donc, le but est atteint. Alors, bio ou très raisonné, je ne rentre pas encore une fois dans le dogme du bio ou pas bio. Le bio, il peut être critiqué aussi, mais moins on utilise de pesticides et surtout pas à titre préventif, mieux on se porte. Merci pour ces différentes réponses aux questions que vous avez posées, chers auditeurs. On va du coup s'arrêter là. Alors, on a fait le tour des questions. On vous remercie, Jean-Marc Bonmatin, pour cette très intéressante conférence. Merci à Marie-Laure, Centre Sciences, pour la co-organisation. Et puis, je remercie également mes collègues de l'informatique de la ville qui nous ont permis de faire ce webinaire dans des conditions très agréables. Voilà. Marie-Laure, Jean-Marc, si vous avez un message à faire passer avant de se quitter, n'hésitez pas. Moi, je conclurai avec une phrase que j'aime bien. Je crois que de nos jours, notamment pour les productions agricoles, mais d'une manière générale dans notre vie, il faut cesser de faire contre la nature et il faut faire avec la nature. C'est le sens des alternatives agronomiques que j'ai citées tout à l'heure. Toutes font avec la nature, utilisent finalement les prédateurs, les parasitoïdes, les paysages, toutes ces choses-là. Et c'est ce que j'appelle l'intensification écologique aussi. Et ça marche beaucoup mieux que de faire contre la nature, parce que quand on agit contre la nature, on agit contre nous-mêmes. Très bien. Difficile de prendre la parole après ça. Je veux juste préciser, comme disait Jean-Marc au début de la conférence, que vous allez avoir la possibilité de lire des articles qu'il a écrits. Ma contribution est excessivement modeste là-dessus, mais sur la plateforme Écosciences, qui est la plateforme de la culture scientifique en région Centre-Val de Loire. Je vous invite dans les prochains jours, ils sont presque prêts, on va y arriver, à les lire, à commenter, à rajouter des informations. Et je me permets, Jean-Marc, d'aborder le fait qu'il va également créer un dossier sur la biodiversité et les actions des pesticides sur la plateforme Écosciences, qui a pour but de créer une connivence entre les gens. Donc, pourquoi pas créer une communauté, pourquoi pas écrire des articles si vous êtes de ce domaine-là également, pas forcément sur les néonicotinoïdes ou sur les pesticides, mais sur la perte de biodiversité. Je vous invite vraiment à rentrer dans cette communauté et à contribuer pour
pour tout le monde, parce que Ecosciences n'est pas que pour les scientifiques, c'est aussi pour le public. Donc plus vous serez nombreux à valoriser vos connaissances, plus les gens seront conscients de tout ça, et on fera bouger les choses à notre échelle, et beaucoup plus que nos dirigeants, je crois, a priori. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et d'avoir été nombreux ce soir et aussi longtemps. Voilà. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous.